Bonjour, vous écoutez Into the Wind, le podcast des marins qui font des phrases. Into the Wind est produit par Tip & Shaft, le média des professionnels et des passionnés de voile de compétition. Tip & Shaft, ce sont 2 newsletters hebdomadaires, en français et en anglais, des podcasts, des événements, des formations ainsi qu'un festival de films et un studio de production de contenu que vous pouvez retrouver sur tipshaft.com. Je suis Pierre-Yves Lautroux et je vous souhaite la bienvenue dans ce nouvel épisode d'Into the Wind. Salut Thomas Royan. Salut Pierre. Alors on est très bien installé dans ta cuisine chez toi à la Ramor-Plage dans une petite masure en pierre entièrement refaite que tu as refait pendant un hiver où tu avais moins d'activité il y a quelques années si je me souviens bien. C'est ça. Ouais. Merci de nous accueillir pour ce nouvel épisode d'Into the Wind. On va tout de suite mettre les choses au clair, on se connaît bien, on est assez copains, on a pas mal navigué ensemble. Donc du coup, il y aura peut-être des petites anecdotes un peu perso que je balancerai à droite à gauche en faisant attention. Mais voilà, il faut que vous sachiez dans la discussion que c'est pas tout à fait, en tout cas pour moi, c'est pas tout à fait un entretien comme les autres. Thomas, on est éclairé par un petit rayon de soleil. Le front chaud vient de passer. Il y a encore une énième dépression qui s'est mise en place. Là, il y a du soleil qui passe par les fenêtres. On a un petit café. C'est pourtant, l'hiver. C'est l'hiver, voilà, exactement. Mais par contre, t'es pas tout à fait en pause. T'as rentré de convoyage et en fait, c'est pas encore les vacances. Non, pas tout à fait. Dans quelques jours et ça va faire du bien parce que ça fait quand même là 2 années que c'est assez intense pour moi et donc ouais, j'attends avec impatience là vendredi soir pour voilà lâcher un peu du lest et puis couper le téléphone et prendre un peu de temps en famille surtout. Alors, parce que on va donner quelques éléments de contexte. T'as fait la Transat Jacques Vabre, on va y revenir. T'as fait une partie du convoyage, t'es arrêté au Cap-Vert et l'équipe a pris la suite ensuite. Et tout de suite, le bateau rentre en chantier et l'année qui s'annonce est extrêmement dense. Donc, il n'est pas question de se relâcher, quoi. Non, il faut pas se relâcher. L'année 2020, c'est la grosse année puisque c'est l'année du Vendée Globe. C'est aussi une année où il y a 2 transats en solitaire. C'est une année où on va finir d'optimiser un bateau qu'on a mis à l'eau il y a pas si longtemps que ça. Donc oui, il y a beaucoup de choses à faire. Il y a voilà un budget qui est quasiment bouclé maintenant avec un partenaire qui s'appelle Advance. Et ouais, donc, ça c'était la bonne nouvelle de ces dernières semaines. Mais malgré il reste de la place. Voilà, il reste encore de la place. Donc tout ça c'est du travail. Il y a aussi beaucoup de décisions à prendre sur le chantier d'hiver là qui va démarrer tout début janvier. Avec le bateau qui est rentré dans le hangar là il y a 2 jours, donc c'est assez dense. Malgré tout, j'ai une belle équipe autour de moi pour m'accompagner dans tout ça, donc c'est rassurant aussi. Voilà. Est-ce qu'il y a de la fatigue quelquefois, mentale, physiologique, on imagine bien, mais psychologique aussi? Ouais, il y a non, là, moi, j'ai clairement, je suis aujourd'hui dans un état de sérénité que j'ai pas eu depuis très longtemps, et donc ça fait du bien malgré tout. Il y a quand même eu 2 années là très denses et psychologiquement, physiquement, donc ouais c'est. Parce qu'on n'imagine pas souvent ça chez les marins, mais des fois vous en avez marre, quoi, tout court. En fait, nous, moi, je fais pas que naviguer. Ouais. J'ai monté une société pour mener ce projet. J'ai réuni une équipe. On a réuni des partenaires. On a réuni des investisseurs pour le bateau neuf là qu'on utilise en ce moment. Donc tout ça, c'est de l'énergie. Voilà, c'est tout simplement de l'énergie. Et puis c'est une vie aussi d'entrepreneur et de chef d'entreprise. Hein, donc en plus d'être marin. Donc alors on va y revenir un petit peu après. Comment tout ça commence? C'est ma question un petit peu traditionnelle. On fait notre grand flashback habituel. T'es pas breton, t'as pas fait beaucoup de voiles légères quand t'étais petit, t'es pas tombé dans le bain immédiatement. Tu viens de Dunkerque, qui a donné plusieurs marins célèbres. On en a vu des vidéos de toi à l'arrivée de la Transat avec ton chapeau en hommage au carnaval. Raconte-nous un petit peu comment est-ce que un petit Dunkerquois qui fait plein de sports, mais pas forcément de la voile, devient un spécialiste du Vendée Globe. Ouais, alors non, pas forcément de voile tout de suite. Malgré tout, j'ai grandi au bord de l'eau, donc ça aide quand même. Après Dunkerque, comme tu dis, il y a eu des Joey Séten, des Pascal Leys, des Bertrand Passé, François Lamiot, voilà, des mecs comme ça. Donc c'est quand même une terre de marins. Tout à fait. Et puis de façon plus lointaine, Jean Bart.
un corsaire. Donc moi j'ai grandi à Dunkerque au bord de la plage, et puis j'ai fait des stages d'optimiste l'été. Voilà, c'est moi mes premiers bords en bateau, c'est en stage l'été tout simplement. J'ai fait beaucoup de hockey sur glace. Voilà. J'avais la patinoire qui était juste à côté de chez moi. Ça c'est drôle quand on voit t'es pas un monstre physique, enfin tu fais pas 1m90 pour 90 kilos. On a du mal à t'imaginer dans ce sport à impact et à. Bah non, mais j'étais assez hargneux, donc avec de l'énergie aussi sur les patins, et donc non j'ai bien aimé. On a fait des super résultats en plus à l'époque. Avec je me souviens en minime on allait faire des tournois en Allemagne à Krefeld. Voilà, mais 10 ans de hockey sur glace quand même, sport-études. Sport-études, sport-études en je sais plus CM1, CM2. Donc non, c'est une grosse partie de ma jeunesse et les allers-retours entre chez moi et la patinoire. J'ai longé la plage pour aller à la patinoire. Donc d'accord. Donc non, j'ai commencé le sport comme ça, toujours un petit peu de sport à côté, du tennis, la natation. Enfin toujours, voilà, le sport fait quand même partie de mon parcours. Et du coup, la voile arrive comment ? Et donc la voile, par ses stages, un papa qui est quand même piqué par la voile, un grand-père pareil qui faisait des régates de dragons à l'époque. Il y avait une vraie belle flotte de dragons, une quinzaine de dragons à Dunkerque. Et donc voilà, j'ai quand même mon grand-père paternel et mon père qui naviguaient beaucoup. Et puis après, la régate, c'est venu un petit peu plus tard, des stages d'optimiste, mais après des stages de laser. L'été toujours, et puis je me débrouillais pas trop mal, et donc je me suis inscrit au club, j'avais 15 ans, 16 ans, et donc mes premières vraies régates en confrontation, c'était en laser, en radial, et même si c'était en radial avec mes 65 kilos tout mouillés, voilà, ça allait bien. T'étais meilleur dans le petit temps que dans la brise. Dans la molle, mais dès que le vent rentrait, sauf au portant, voilà, c'était plus compliqué. Et puis surtout c'était mes premières régates, donc je ramassais les bouées clairement quoi. Et donc voilà, ça c'est mes premières régates, mais assez tardivement parce que j'avais 16 ans. D'accord. 15-16 ans. Et puis au lycée, j'ai fait partie d'une association qu'on avait appelée à l'époque les Jeunes Régatiers Dunkerquois, qui avait acheté 2 classes 8, et donc ça c'est mes premières navigations en habitable. Voilà, donc on n'allait pas très loin parce qu'on continuait à régater autour de 3 bouées. Alors pour les plus jeunes de nos auditeurs, le classe 8 a été un monotype de légende, où la plupart des Finlands d'aujourd'hui ont navigué dessus. C'était le J80 de l'époque en gros, si on doit pouvoir résumer. Ouais. Et donc je suis passé du laser au First Class 8, et en fait je préférais parce que mon gabarit était moins pénalisant. Et donc j'ai barré en First Class 8 pendant 2-3 ans, mais sans vraiment de résultat, parce que c'est ta montre qui tape ta table en bois. On n'avait pas il y avait pas un gros vivier de marins, et puis voilà, on bricolait quoi, tout simplement, mais ça me plaisait. Et puis voilà, donc ça c'est mes premiers souvenirs de régate sur des bateaux qui vont un peu plus loin. Je me souviens des premiers convoyages des classes 8 pour aller sur les lieux de régate, et là du coup ça va toujours un petit peu plus loin, et moi c'était ces navigations là qui me plaisaient vraiment. Déjà là, une attirance pour la large quoi. Ouais, alors c'était pas vraiment du large, c'était du côtier. En tout cas pour la nuit en mer, au moins la nuit en mer. C'était des navigations un peu plus longues, et dans le même temps mon papa a acheté un bateau, un petit habitable, voilà, pour faire un petit peu de croisière l'été. Donc ça moi je trouvais ça vraiment super là, le cabotage. On allait dans les mers intérieures en Hollande, voilà, c'est pas très loin de Dunkerque. Et puis en fait ce petit bateau là, je lui piquais, et je commençais à faire un peu de solo déjà. À quel âge ? J'avais 18-19 ans. Mais bon, avec un pilote qui avait rien des pilotes qu'on fait aujourd'hui, mais bon, ça me plaisait. Je faisais juste des ronds dans l'eau devant Malo-les-Bains, et je trouvais ça tellement grisant d'être tout seul sur ce bateau. Donc voilà, j'ai des frissons quoi quand je sortais du port, juste déjà de désamarrer le bateau, de partir du quai, et juste de faire un aller-retour dans l'après-midi avec ce. Et alors à l'époque c'était un flush poker. D'accord. Et il y a déjà des idées de courses, de mini transat, de Vendée Globe, tout comme ça ? La régate en classe 8 voilà, je regarde du coup un peu plus ce qui se passe dans le monde de la voile, et évidemment on entend parler de la mini transat. Je commence à acheter les magazines et les canards, les voiliers qui racontaient les récits. On est au début des années 2000 quoi, grosso modo là. Ouais, peu de choses passaient ça. Ouais, un petit peu avant. Un petit peu avant. Fin des années 90. Ouais, tu vas voir. 30, j'ai 38 là, je crois. 38, ouais, voilà, c'est ça.
Et donc bon, ça c'est mes premières expériences finalement en solo. Alors on a eu en laser, mais c'est un dériveur, donc c'est pas du tout la même. Et donc c'était sur un flush poker. Après il a changé de bateau, il a acheté à l'époque c'était un Sprint 98. D'accord. Donc un bateau déjà un peu plus régate. Et pareil voilà, c'était je lui piquais le bateau pour aller faire quelques navigations solo, jamais très longues, puisque j'étais juste déjà content de sortir du port en solo avec ces bateaux-là. Et ouais, j'ai des très très bons souvenirs de ça, et surtout un souvenir de quelque chose de très grisant, quoi, d'assez une certaine fierté de réussir à sortir le bateau et de le ramener en solo, quoi. En plus c'est pas des plans d'eau. J'ai appelé mon père avant de partir, je l'appelais en rentrant. Ok, c'est bon, tout s'est bien passé. En plus c'est pas des plans d'eau hyper faciles. Je veux dire, à Dunkerque, moi j'ai navigué une fois de ma vie à Dunkerque quand on voyage. Tout de suite, il y a quand même la Manche, il y a du courant, il y a du vent, il y a des bancs de sable partout. Il y a 10 000 devant toi, 15 000 devant toi, il y a les deux rails de la Manche, avec un peu de trafic. C'est pas exactement une idée. Je restais pas très loin de l'entrée du port, hein, et juste devant Malo-les-Bains, donc je connaissais bien le coin quand même, hein, c'était mon jardin, donc avec les navigations en classe 8 et tout ça, j'ai pas besoin de GPS ni de cartographie pour savoir où je me trouvais. Donc voilà, je garde de très très bons souvenirs de ces navigations-là. Et alors, il y a un moment, en fait, Dunkerque est connu pour accueillir toujours le départ du Tour de France à la voile. Il y a eu des grandes équipes de Tour de France à la voile, et là, tu vas t'approcher de cette. Alors à l'époque, il y a effectivement une volonté de la communauté urbaine de Dunkerque de mettre en place un équipage pour le Tour de France à la voile, parce que déjà il y a toujours eu régulièrement des équipages dunkerquois, notamment avec Joey Séten, avec Bertrand Passé. Je me souviens du bateau Sodifac Roubaix, tous ces bateaux-là. Qui a gagné, ouais. Et donc se monte le projet du défi Jean-Bart à l'époque. Donc je faisais pas partie en fait au début. Moi, les 2 premières saisons défi Jean-Bart, je regardais les jeunes qui montaient dessus. Moi, j'étais le petit jeune, donc j'étais pas encore aguerri pour rejoindre ces équipages-là. Et par contre, c'est un équipage que j'ai rejoint au moment où Géry Transo reprend le flambeau et le bateau devient Courrier Dunkerque. D'accord. Alors on explique, Géry Transo, c'est un grand industriel, grande famille d'industriels du Nord. Ouais, c'est ça. Et qui navigue beaucoup. J'ai moi-même eu la chance de naviguer à 2 reprises avec lui. Et par contre, il y a une culture de propriétaire. Hein. Il navigue en accueillant plein de gens à bord. Et effectivement, à un moment, il a lancé il a tous ses bateaux s'appelaient Courrier. Ouais, Courrier Pop, Courrier Nord, Courrier Sud. Donc c'est un bateau financé par la communauté urbaine de Dunkerque à l'époque, et donc le bateau s'est appelé donc Courrier Dunkerque, parce que c'était Géry Transo, le skipper, et donc il a monté un équipage avec notamment Daniel Souben, François Lamiot, avec Eric Sandra, avec Lulu. Il y a eu Lulu Perlu, c'est le piano, hein. Voilà, exactement. Donc cette garde rapprochée de Géry. Moi, j'ai découvert toute son équipe et toutes ces, voilà. Il regarde avec les mêmes personnes depuis 20 ans, hein. Et c'est toujours assez étonnant d'arriver dans un équipage comme ça où ils se connaissent par cœur. Et donc là, je suis allé le voir, et donc il m'a intégré dans l'équipe. Alors, j'étais navigant, préparateur, voilà, je faisais un peu les deux. Moi, en fait, je sortais alors on est allé un peu vite, mais j'ai fait des études de STAPS en parallèle de tout ça. Et donc, moi, en sortant de ces études STAPS, je me suis retrouvé en fait intégré dans cette équipe des courriers, à faire du Moom 30 et à prendre le départ mon premier Tour de France. Alors là, par contre, c'est un peu plus haut niveau, parce que Géry, il court pas. Et puis il y a une exigence avec Géry. Il court rarement pour ramasser les bouées. Donc et ça m'a appris du coup beaucoup de choses, des premières nuits en mer déjà, un équipage qui savait ce qu'ils faisaient quand même, hein, les mecs. Donc avec un Daniel Souben qui gérait la partie sportive. Donc quelque chose de passionnant à vivre sportivement. Et puis moi, venant du coup du classe 8 du laser, c'était j'ai beaucoup appris sur ces 2 années-là. Et c'était des années importantes, parce que du coup c'est aussi mes premières nuits en mer. Et donc là je découvre un peu des navigations beaucoup plus longues par l'intermédiaire du Tour de France à la voile, qui a formé un paquet de marins sur de la course au large, quoi. Et t'étais à quel poste du coup? Alors moi j'étais piano, donc je prenais la place de Lulu de temps en temps, et puis au régleur, j'étais
Quand t'as fait 2 ou 3 saisons avec eux, je sais plus. J'ai fait 2 années. Ouais. 2 années. Parce qu'il a gagné, il a fait beaucoup de deuxième place, je crois, puis il a gagné une fois. Je me souviens plus. Non, c'est Daniel Souben qui, en reprenant la suite de Géry, le bateau s'appelait toujours Courrier Dunkerque, et donc le bateau a gagné en 2009. Voilà. Avec Daniel, je faisais aussi partie de l'équipe à ce moment-là. Mais là, on va un peu vite parce qu'en parallèle de ça, moi, il y a la mini transat là. C'est ça. On va y venir. Mais je voulais savoir si vous aviez eu des résultats ensemble avec Géry. C'était ma question. Ouais, on a fait des Spi West France, des podiums. Je crois. J'ai plus le souvenir du résultat, mais sur le Tour de France, je crois qu'on a dû faire 3e, 4e, je crois, à l'époque où Géry était à la tête du bateau, était skipper. Et donc il y a la mini transat qui est une petite graine qui est déjà plantée. Alors déjà quand je faisais du classe 8, je commençais à en parler à l'équipage. Vous avez vu la mini transat, ça a l'air vraiment canon. Et donc moi c'est vraiment un truc que je voulais faire. En sortant de mes études STAPS, avant de me lancer dans une vie on va dire active normale, j'avais envie de prof de sport quoi. Voilà, j'avais envie de me lancer ce défi-là et de participer à la mini transat. Donc je commence à en parler un peu autour de moi, je commence à en parler à mes parents. Donc j'ai fait asseoir ma maman devant l'ordi, je fais regarde ce que je veux faire. Donc elle est devenue toute blanche. Et donc là on a une petite pensée pour la Madame Briand qui depuis s'est fait coller X Route du Rhum, X Vendée Globe. Et donc je commence à me renseigner les bons bateaux. Il y a des bateaux de série, il y a des prototypes. Et en fait, à peu près au même moment, il y a un Dunkerquois qui venait d'acheter le bateau de Jonathan Mackie à l'époque. C'était un plan Roger, le 247. 247. Et donc ce bateau-là était dans le port de Dunkerque. Donc direct quand il a acheté ce bateau. Jonathan Mackie, on explique juste, c'est un Américain qui est très très fort, qui a fait la coupe, etc., qui a été au jeu en 49er avec son frère, je crois. C'est ça. Et qui a failli gagner la mini transat en 2000. Qui allait gagner même la mini transat quasiment. En 2005. Ouais, et qui démate à quelques encablures de l'arrivée. Et qui démate. Et sur la même édition, c'est donc Sam Manuard, pareil, qui démate à peu près au même endroit. Et c'est Armel Tripon qui gagne. Voilà, c'est ça. Et donc. Et donc, il y a ce bateau, donc un bateau très performant à l'époque, qui est. Je crois qu'il y a une quille qui avance d'avant en arrière, c'est ça, donc un prototype tout carbone en Omex avec une quille pendulaire avec le mât carbone qui venait juste d'être autorisé par la jauge à cette époque-là, et une quille qui avance et qui recule. Ouais. Donc ça, c'était vraiment le premier bateau comme ça. Et au départ, c'est un bateau qui avait été construit. Alors, je sais pas si c'est lui qui l'a construit, mais en tout cas dessiné. Et le premier propriétaire de ce bateau-là, c'était Brian Thompson. D'ailleurs, je sais pas comment il faisait, parce que moi déjà, avec mes 1m70, j'étais avec cette quille qui avance et qui recule, qui prenait toute la place à l'intérieur, c'était l'enfer. Alors lui qui fait 1m80, il doit bien faire un bon 1m90, je pense. Je sais pas comment il faisait dans ce bateau. Brian Thompson, c'est un très grand anglais justement qui est assez connu parce qu'il a fait des Jules Verne avec des équipages français. Il a fait un Vendée Globe, si je me trompe pas. Il est sur Bahreïn, je crois, je sais plus. Ouais, il a bien roulé sa bosse. Voilà. Mais surtout, c'est un anglais qui a beaucoup navigué dans le monde français de la course au large, et notamment il avait fait la mini, pour le coup l'année où moi je l'ai faite en 2001. Et on avait calculé qu'il était sur Cheyenne à l'époque. Je sais pas si tu te souviens de ce grand catamaran qui faisait le Jules Verne. Oui, exact, ouais. Et il avait battu le record de l'Atlantique en très très peu de jours. On avait calculé qu'il aurait pu, à l'escale aux Canaries, aller faire le record de l'Atlantique, traverser l'Atlantique et revenir à l'escale. Il aurait eu le temps ensuite de reprendre la mini transat. C'était un autre monde. Voilà. Et donc ce bateau-là arrive dans le port. Alors avant ça, moi 2005-2006, donc je fais du Tour de France à la voile avec Géry. En parallèle de ça, j'épluche les voiliers où il y a, je me souviens encore, et je pense que je les ai toujours ces mags-là, où j'ai les Thomas Coville, Bernard Stamm, à l'époque, qui sont sur la mini transat. Donc moi je lis ces récits-là, et c'est ça qui me donne envie finalement qui me donne cette envie d'aller sur cette course un peu folle, quoi. Et donc il y a ce 247 qui arrive à Dunkerque. Donc moi, une ni deux, je vais voir le bateau, je me renseigne un peu, qui est le propriétaire. C'était Philippe à l'époque, je me souviens plus de son nom de famille, mais. Et donc le bateau reste là, mais je le vois pas trop naviguer, ce bateau. Et donc je me pose un peu des questions, je contacte le propriétaire, Philippe, et
je lui propose parce que le bateau était pas en très bon état et ça naviguait pas. Donc un bateau qui navigue pas dans un port, ça se dégrade vite. Et je lui dis, écoute, moi si tu veux, j'essaye de retaper un peu ton bateau, je le remets en état, puis en échange, je fais quelques courses sur le circuit mini. Et en fait, ça part de là. Donc on se tape dans la main avec ce Philippe. Et en parallèle de ça, je trouve un job chez Bleu Marine, donc qui est le U-Ship de Dunkerque, qui est aussi un concessionnaire Jeannot. Et donc en même temps que je prépare ce bateau, je tape aussi dans la main du concessionnaire Michel Dupré, qui est propriétaire de cet U-Ship et distributeur Jeannot, pour utiliser tout l'outillage et le chantier avec lequel il prépare ses bateaux pour retaper le 247. Et donc je retape ce 247. En parallèle de ça, je fais plein de convoyages pour livrer des Jeannot aux Pays-Bas, au Danemark, en Angleterre. Et donc en fait, je me fais la main finalement en Manche sur des bateaux de série que je livre à des propriétaires. Donc des fois, je récupère les bateaux parce que des fois il y a des reprises. Donc en fait, je fais les allers-retours en bateau. En parallèle de ça, j'arrive à prendre quelques billets par les propriétaires des bateaux qui achètent du Jeannot chez Michel Dupré. Et donc j'avance comme ça. En parallèle, je retape ce 247 sans rien finalement connaître, mais avec quand même les conseils des préparateurs et des techniciens qui travaillaient pour ce concessionnaire Jeannot, quoi. Et donc du coup je fais de la technique, je navigue et je me forme un peu comme ça, mais tout seul dans mon coin à Dunkerque. J'ai des petits coups de main de Joe Setten qui vient peindre la carène. J'ai à l'époque Arnaud Vasseur qui est aussi à Dunkerque pour préparer le bateau de Joe Setten, avec qui je sympathise, qui me file un coup de main aussi pour préparer le 247. J'ai quelques potes qui me filent un coup de main parce que le bateau je le remets à poil complet, c'est-à-dire que sans rien y connaître, je désacastille tout, je ponce tout et donc je reviens avec une coque brute carbone, que je réapprête, qu'on peint, D'accord, c'est pas un petit chantier. Non, il y avait vraiment. Moi, je me souviens la première fois où je navigue sur ce bateau 247 avant de le rénover, je plonge dans le port pour gratter les moules qui étaient autour du bulbe. Et donc, toi, ça en était là en fait. Le bateau, il avait vraiment pris un petit coup de vieux à pas naviguer, quoi, tout simplement. Alors juste pour l'anecdote, Arnaud Vasseur, surnommé Chouchou. Voilà, c'est ça. C'est célèbre dans le milieu. Ouais. Arnaud, lui, plus tard, il fera la Mini Transat. Il fera la Mini Transat sur ce même bateau de 147 qu'il rachètera après. La Mini Transat, du coup, il est sur la Mini Transat 2009. 2009, d'accord. Et donc je mets à l'eau ce bateau en ayant des dettes dans tous les ships de la région, pas que là où je bossais. Et le jour de cette t'as pas de sponsor, non, j'ai pas de sponsor. Je retape ce bateau complètement avec l'aide de Michel Dupré. Et donc le jour de la mise à l'eau, j'essaye d'appeler quelques personnes que je connais qui potentiellement pourraient me filer un coup de main. Et la fin de cette mise à l'eau se passe, on boit un coup et en fait les bonnes personnes que j'attendais viennent pas. Et donc là je me retrouve avec ce bateau pour essayer d'aller faire les courses de la saison, mais sans un sou, quoi. Sans un sou. Et là je referme les paquets de biscuits apéro et tout ça que j'avais préparé, et puis là Patrice Verlet, le patron de Faber France à l'époque, arrive. Donc il y avait plus personne, il y avait plus que moi, le bateau au ponton, moi en train de plier un peu le petit cocktail que j'avais organisé. Et donc je lui fais visiter le bateau. Alors on explique peut-être ce que c'est que Faber France, parce que tout le monde n'est pas au courant de... Non, alors Faber France c'est les, alors aujourd'hui je sais plus, mais en tout cas à l'époque c'était les leaders français du drapeau. Donc ils fabriquaient des drapeaux, c'était une boîte de Lille, Wavrin même plus précisément. Et en fait, c'était un client de Michel Dupré chez Jeannot. Donc, c'est par cet intermédiaire-là, il m'a dit, bon, écoute, appelle-le. C'est un mec sympa, il navigue, et il a une belle boîte. Peut-être qu'il peut te filer un coup de main, quoi. Il a déjà aidé un bateau sur la course de l'Edec, donc pourquoi pas. Et donc, je l'ai appelé plusieurs fois, j'ai envoyé des mails et sans jamais avoir de réponse. Et puis en fait, là, il se pointe à cette mise à l'eau auquel je l'avais convié. Et donc on discute, je lui fais visiter le bateau, il arrive même pas à rentrer dedans parce que voilà. Et il trouve ça dingue. On va manger un steak frites et puis là il me dit OK banco, on te suit. Et donc à l'époque
je sais plus quel était le montant, mais c'était pas grand chose, et il me dit bon bah voilà, on te finance déjà ces premières courses de la saison, et puis on va essayer d'aller jusqu'à pourquoi pas la mini transat. Donc moi j'ai un souvenir très fort de ça, parce que c'est mon premier sponsor, c'est première boîte qui croit au projet que je suis en train de monter. Directement démarché quoi. Enfin tu lui avais juste dit de non, mais je l'avais déjà eu au téléphone une fois, on avait déjà discuté un petit peu. T'as fait une plaquette tout ça mais déjà? Ouais, j'avais déjà fait des petites plaquettes, ça ressemblait pas à grand chose, mais il y avait quand même un truc avec un budget, un petit programme, et puis une présentation du bateau. Et donc cette rencontre est importante pour la suite quand même, parce que s'ensuit quand même un partenariat qui dure avec Faber France. Et là, on est en 2006. Et donc là, je règle mes dettes déjà. Je paye mes pots d'anti-fouling et l'accastillage que j'avais mis sur ce bateau. Et je fais mes premières courses en Méditerranée. Alors pourquoi en Méditerranée? Parce que ce partenaire arrive tardivement. Et les courses atlantiques faisaient le plein à l'époque, il y avait des listes d'attente, et donc je dis mais là j'ai un partenaire, je peux pas faire les courses atlantiques parce que je suis loin dans la liste d'attente, et si je veux me qualifier pour la minuit, il faut que je valide mes 1000 rapidement quoi. Il y avait vraiment une course aux 1000 ces années-là. À tel point en fait, pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire, qu'il fallait en début de saison, alors moi je fais du mini dans ces années-là, on va se croiser sur le circuit cette même année-là, qu'il faut en début d'année, il faut dire les courses que tu as envie de faire. En janvier, il faut dire ton ordre de préférence de course, et en fonction de ça, ils ventilent les places sur toute la saison, et ensuite il y a un tirage au sort, et ensuite il y a une liste d'attente. C'était vraiment une époque où il y avait, je crois que c'est l'année où du mini Fastnet où il y a plus de 100 bateaux sur la ligne de départ. Et moi je mets à l'eau mars, avril quoi. Oui, donc là c'est mort. T'as même pas participé au tirage au sort. Tout est sold out quoi. Ouais. Et donc solution, partir en Méditerranée pour faire les courses en Méditerranée. Donc là je demande un coup de main à mon papa qui tenait une concession dans le Nord pour me prêter un camion. Donc deuxième petit partenaire technique on va dire, en plus de Bleu Marine qui m'a aidé à taper le bateau, et puis Faber France qui finance. Et donc me voilà parti avec mon petit camion et le mini derrière. Et alors je sais même plus, je crois que j'ai dû faire quelques kilomètres sans permis pour tracter le bateau dans le sud. Et donc je crois que ma première course c'est le Triangle du Soleil ou un truc comme ça. J'ai plus c'était il y a plus de 10 ans maintenant, donc j'ai plus ou la Minimax. Enfin je fais 2-3 courses dans la saison. Première course en double avec Chouchou Arnaud Vasseur. Et on prend une branlée monumentale dans le golfe du Lion, où au lieu d'aller à la côte quand ça souffle comme ça, on part en plein milieu de la Med, et je me souviens, on a fini en TPS avec le bateau plein d'eau. Enfin, c'était un truc terrible. Première course, mais on finit, et donc je coche des 1000 et je finis ma première course en double sur ce mini. Et puis j'enchaîne avec une course en solitaire, une troisième course. Enfin, je fais tout le circuit en fait en Méditerranée cette année-là. Et ma qualif. Et donc là je fais une qualif qui a pas été simple du tout. Tu fais ta qualif en Med. Je fais ma qualif en Méditerranée. Du coup le bateau est là, j'enchaîne les courses, et donc je continue. Alors on précise pour de me qualifier. Il y a pour la mini transat, il faut donc valider des 1000 en course et des 1000 hors course. Et donc il y a un circuit en Atlantique, un circuit en Méditerranée. Moi je fais les circuits du coup méditerranéens. Voilà, et la qualif pour la plupart des ministres, c'est le début de l'histoire. C'est la première fois qu'on part entre 1 semaine et 10 jours en solitaire, en autonomie totale, où il faut apprendre à bouffer, à dormir, à faire la nave. C'est vraiment le dépucelage au large. Enfin, tous ceux qui l'ont fait, et on garde un souvenir assez ému. On devient un marin en faisant cette qualif-là. Aujourd'hui, on vous entend parler de vos qualifs pour le Vendée Globe et tout. Proportionnellement, elles sont moins importantes, et surtout, elles arrivent à des stades de carrière où vous êtes déjà un peu plus aguerri. Mais pour les ministres, c'est souvent le début. C'est vraiment un truc. C'est une découverte. Et alors, je sais même pas si c'est encore le cas, mais j'espère. À l'époque, on devait utiliser le sextant. Ouais. Et donc, j'ai des souvenirs, d'ailleurs, avec le fils de Quito, qui nous apprenait à utiliser le sextant, à moi et Arnaud Vasseur, sur la plage de l'Espiguette. À l'époque, l'Espiguette. Donc Quito nous a beaucoup parlé dans ce podcast il y a quelques semaines. Exactement. Et donc, c'est là, moi, que j'ai appris à faire du sextant avec son fiston, Hugo. D'accord. Voilà, et donc c'était un sextant en plastique, donc ça marchait qu'à moitié. Mais bon, c'est le sextant qui m'a servi pour ma qualif.
Et donc j'ai mis 10 jours pour faire la qualif en Méditerranée, ce qui est plutôt long quand même. Et alors on explique aussi, aujourd'hui quand vous faites une qualif par exemple pour le Vendée Globe, en fait tu prends ton fichier Adrena avec tes points, tu balances ça direction de course, il ouvre sur son écran et dit ok, à la mini il faut rendre son livre de bord, prendre en photo les balises, mettre sa droite de hauteur, tout ça, il y a un peu de boulot, c'est vraiment l'examen quoi. Il y a un peu de boulot et donc voilà la carte papier, le GPS, le sextant, le petit appareil photo pour prendre les balises effectivement, et puis voilà, c'est mes premières grosses navigations au large. Et alors tu vas monter en Atlantique. Et donc tout ça en poche, je remonte avec le bateau. Et alors là, faut que je fasse un peu appel à ma mémoire, mais rapidement en 2007, je décide de venir. C'est pas les Sables Açores en 2006. Alors, il me semble que si, mais je suis pas sûr. Si, c'est ça, ouais. Si. Oui, c'est ça. Oui. Je remonte pour participer au Sables des Açores, exact. Voilà. Exact. Heureusement que je suis là. Tu vas la refaire en 2008, en 2008, tu vas abandonner. Donc, il se trouve que je connais. Et donc, suite de la saison 2006, du coup, qui est très long, je participe au Sables des Açores, et donc là pour le coup c'est une demi-transat, c'est 2500 000 en solo aller-retour. Voilà, exactement, donc là c'est encore un cran au-dessus. J'ai une première étape où je casse mon bout dehors, enfin voilà, mes premières aventures et mes premières avaries en mer, mais j'arrive aux Açores, on fait des belles fêtes. Tout à fait, je confirme. Voilà, Pierre-Yves était là pour confirmer, et puis je reviens des Sables des Açores. Je crois que les 3 derniers jours j'ai plus du tout d'énergie, et j'arrive, je m'écroule sur le ponton de fatigue à l'arrivée de ces Sables des Açores, mais ça me valide les 1000 qu'il faut, et donc en fin de saison, à la fin de cette saison 2006, je suis qualifié pour ma première mini transat. Voilà. Alors là, en fait, ce qu'il faut aussi expliquer, c'est que ce que tu viens de raconter, ça dure 3 mois, 4 mois. Hein. Ouais, c'est ça. Tu pars de Dunkerque avec ton bateau et ta remorque, on doit être en mars ou en avril à peine, et les Sables des Açores, ça se termine en août, quoi. Hein. Ouais, tout s'enchaîne. T'as fait quasiment 10 000 milles, ou enfin entre 5 et 10 000 milles, je sais pas quelles étaient les longueurs en Méditerranée, mais c'est le monde de la classe mini, c'est-à-dire que l'apprentissage peut se faire très rapidement, de manière très accélérée. C'est-à-dire qu'au début de l'année, t'as passé demi en mer en solitaire, et à l'arrivée, tu fais une demi-transat, quoi. Et je me souviens d'un appel où j'ai ma mère au téléphone. Je suis donc aux Açores, et j'ai pas vu mes parents depuis 3-4 mois. J'ai fait du large. Et j'ai un coup de fil avec ma maman où elle me dit mais on est hyper fiers de toi, quoi. Mais c'est vrai que c'est un souvenir vachement fort parce que moi je les ai pas vus depuis longtemps, et puis voilà, moi c'est mes premiers fans finalement. Ouais, toujours. Et ouais, mes premiers supporters. Et du coup voilà, c'est grosse saison importante pour la suite, quoi. Voilà, ça c'est les années paires en fait, dans le monde de la mini, et après il y a les années impaires qui sont les années transat. Donc il y a un petit hiver tranquille où on bricole un peu, tu ramènes le bateau. Ouais, petit hiver tranquille déjà. Donc je ressors des Sables des Açores. J'ai Faber France qui continue, qui a vachement aimé. Les salariés sont au taquet et ont suivi toutes les courses, même s'il y a peu de résultats, mais en tout cas je leur fais le récit de tout ce qui m'arrive. Et donc ça prend vachement. Et donc ils continuent sur l'année de la mini transat. Ils rallongent un petit peu pour que je puisse préparer le bateau. Et donc là j'ai un peu de sous. Enfin un peu de sous. J'ai juste quoi. Donc j'achète un nouveau mât. Je change mon bout dehors et je fais mon chantier chez Eli Canivenc, qui est maintenant le responsable technique de Sodebo, où avec Arnaud Vasseur, toujours mon compagnon de bateau à l'époque, on optimise complètement le 247, on change les safrans, on fait un bout dehors, un nouveau bout dehors avec Eli, et puis je change le mât, un mât que j'ai fait chez Eol Composite. Voilà, et donc en fait, moi, tous les sous que j'ai de Faber France, ils passent dans le bateau pour essayer de l'optimiser. Et puis, je me mets en coloc à Lorient, l'année de la mini transat, fin 2006. Du coup, on me parle de Tanguy Le Glactin, de la base des sous-marins à Lorient, et je me dis voilà, c'est là qu'il faut que j'aille. C'est pas à Dunkerque où je vais être tout seul. Il y a toute une communauté de ministres, et puis je fais la connaissance de toute cette famille de mini transateux en 2006, et donc là c'est le tout début. Il y a une bonne
C'est le début de l'Orient en fait. En 2006, il y a encore les grilles de la base des sous-marins viennent juste de tomber. Il y a peut-être encore le gars avec son chien. Ouais, je me souviens de ça. Moi, les premières fois où j'arrive à l'Orient, à la base des sous-marins, il y a encore un militaire à l'entrée c'est un vigile, mais il y a plus de militaire. C'est un vigile avec son chien en tout cas. On peut pas après 22 heures, on peut plus rentrer. Et donc, il nous lève la barrière pour pouvoir rentrer et accéder au ponton. C'est pas du tout comme c'est aujourd'hui quoi. Et Tanguy est un jeune coach qui a créé un centre d'entraînement et ça fait juste un an ou deux qu'il œuvre. C'est ça. Et c'est vraiment le tout départ. Et il y a beaucoup de gens dans la fameuse colloque dont tu parles, qui a été assez célèbre à Lorient. Il y a beaucoup de gens qui aujourd'hui sont, je sais pas comme Ronan Day, il y avait Bertrand Castelnerac. On va expliquer un peu qui. Alors il y a eu du monde, hein. Je vais pas. Ronan Day qui aujourd'hui est le directeur technique d'Actual. Voilà. Laurent Bourguès qui est passé par cette colloque, qui est mon responsable technique aujourd'hui. Bertrand Castelnerac qui dirige CIR aujourd'hui, et qui dans cette colloque encore François Salabert, Peter Lorenzen, voilà, qui ont fait des belles années mini aussi, qui a gagné la mini en série. En fait, c'est le début vraiment de l'enracinement de coureurs qui viennent à Lorient et qui vont grandir à Lorient et qui aujourd'hui donnent un petit peu une partie du paysage. Un peu plus. C'est ça. Et donc dans cette colloque, il y avait une vraie émulation. Voilà, on il y a que 3 hangars. Enfin, il y a que 3 hangars. Il y a le restaurant à la base, et puis c'est tout. Il y a encore rien de construit. C'est vraiment le tout début. C'est vraiment le tout début. Et puis je rencontre Tanguy Le Glatin que je vais voir à Lorient. Et je lui dis voilà. J'aimerais venir m'entraîner ici. Qu'est-ce que tu proposes? Et voilà, donc très vite, Tanguy Le Glatin sort un programme de navigation assez dense et je m'installe en coloc. J'amène mon bateau dans le port de Lorient et puis c'est parti pour une année d'entraînement avant cette mini transat 2007. Voilà. Et donc je m'entraîne beaucoup et donc finalement je fais que ça. C'était pas trop prévu. Pas de vrai travail au départ. J'ai pas de vrai travail. Ta mère est fière, ta mère est fière, mais elle est inquiète. À l'époque, je crois que je touche encore un peu d'acédique de mon boulot chez Bleu Marine à Dunkerque, et donc j'arrive à avancer comme ça et à préparer mon bateau. Et donc me voilà au départ de la mini transat 2007 à La Rochelle, direction Bahia au Brésil. Et voilà. Alors grosse année, hein. Ces années-là, il y a Isabelle Joschke, il y a quelques noms assez célèbres qui participent, et le niveau a toujours été assez élevé, mais c'était en particulier en proto notamment. Vous étiez il y avait Yves Le Blévec qui gagne cette année-là. Il y a Isa Josk. Il y a David Sino, il y a David Sino qui est manager d'Initiative Cœur. Bretagne Tapin. Lapin. Il y a Laurent Bourguès, François Salabert qui est en colloque avec nous. Et voilà, donc une grosse édition, quoi. Quel souvenir tu gardes de cette première édition? Donc c'est le Brésil, hein? Ouais, c'est le Brésil. Bah moi c'est ma première transat en solo. Avant ça, cette année-là, je participe à la Trans-Gascogne, une Trans-Gascogne qui pareil, gros souvenir de mer parce que je crois qu'il y a 8 élitroyages il y a 8 élitroyages, il y a plusieurs bateaux qui se mettent sur le toit. Il y a Francisco Lobato qui chavire, qui monte sur sa quille de son pogo pour le redresser. Ouais, il y a Francisco Lobato qui chavire, qui vide son bateau et qui arrive à le ramener. Et moi j'arrive. C'est l'année où il y a la fameuse photo de Benoît Sino, que si vous faites du bateau, que vous avez fait des stages de sécu, ou si vous avez fait des briefings sécu avant un certain nombre de courses en mini, en classe 40 ou en Figaro, vous avez un garçon qui est sur son bateau, qui est entre deux eaux et qui a étalé son spi jaune fluo et son tourmentin pour être repéré par l'hélico. Et c'est dans les bonnes pratiques du cross et de la 24F qui montre toujours cette photo. Et cette photo, elle date de la Trans-Gascogne 2007, qui a fait beaucoup de dégâts. Et donc moi dans cette Trans-Gascogne, je remplis mon bateau d'eau. J'ai des souvenirs là de déferlante où j'arrive au reaching à 8 nœuds, donc ce qui est assez rapide. Je pousse la barre en grand pour prendre la mousse de face et mon bateau recule dans la vague, le bateau se remplit d'eau, enfin des moments assez terribles quoi finalement pour des premières expériences de mer. Et donc voilà, il y a quand même quelques courses comme ça, et cette Trans-Gascogne elle est pas anodine parce que mon bateau se remplit d'eau et je le paye finalement sur la première étape de cette mini transat où j'ai blackout complet d'électronique à mi-chemin entre La Rochelle et Madère. D'accord. Et donc je termine à Madère avec un bateau où faut tout changer, et donc là
Lucas Montagne intervient pour la première fois. Donc j'ai fait connaissance avec Lucas Montagne à l'Escale à Madère. Où il me change. Alors je sais plus s'il est à l'Escale. Non, je crois que je l'ai au téléphone et en fait, il s'occupe de l'approvisionnement de tout le matos électronique dont j'ai besoin pour réparer. On va expliquer un petit peu qui c'est. Tout le monde connaît pas le. Et Lucas Montagne, c'est un ministre d'abord. Un ministre, un spécialiste de tout ce qui est électronique. Un électronicien de marine, voilà. Un électronicien de marine qui fait partie de mon équipe aujourd'hui. Qui a été président de la classe Mini. Qui anime les formations gestion de projet Mini sur de Tip & Shaft. Et qui a aussi fait une Mini Transat en 2009 ou 2011 avec un plan finaux, qui était le même bateau que moi. C'est un peu un spécial ministre. Hein. Les autres, vous pouvez rester, mais c'est un peu nos souvenirs de ministre. Et donc je finis ma Mini Transat 2007 avec Abaya, gros souvenir avec ma famille qui m'attend à l'arrivée. Je sais plus en quelle position je termine, je crois 22 ou 23e en proto, avec un système de bar qui ne ressemble plus à rien, un bateau pas en très bon état, et voilà. Donc je book quand même ma première transat en solitaire. Dans le port de Bahia, toi tu fais partie de la catégorie qui dit j'y retourne tout de suite. Ouais, tout de suite. Il y a 3 catégories, hein. Il y a ceux qui disent plus jamais, il y a ceux qui disent oui tout de suite, il y a ceux qui disent on va voir. Non, très vite, j'ai envie de retourner. 2 jours après, je crois, à l'arrivée, j'ai le patron de Faber France au téléphone, qui est complètement emballé par ce qui vient de se passer. Toute sa boîte a suivi, et du coup, il me dit, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Et donc, je lui dis, on y retourne. Et donc, suite à ça, tout de suite, je vais voir Isa. Voilà. Elle vient de faire la Mini Transat. Qui vient de faire la Mini Transat, qui a eu des pépins pareils de bout dehors sur la seconde étape, qui gagne, il me semble, la première. Ouais. Qui est l'une des grandes favorites, qui gagne la première étape. La première. En patronne. Et moi, je lorgne sur ce plan finaux que je trouve magnifique. Donc, elle a fait construire un plan finaux, elle avait fait construire un plan fini pour cette Mini Transat là. Et donc, je vais la voir. Je lui dis, écoute, j'ai un partenaire qui a envie d'y retourner, ton bateau m'intéresse. Là, on est encore à Bahia? Tu négocies le bateau à Bahia? Ouais, je négocie le bateau à Bahia avec Isa. Et je crois même que ça se fait. On part tous sur l'île d'en face, là, à Itaparica, je crois, avec David, Ronan, Isa. Donc on est tous dans la piscine et je négocie le bateau avec Isa. Je crois au bord de la piscine. Voilà, donc avec l'aval bien sûr de Patrice Verlet, qui me dit on y retourne juste, je sais pas les montants, budget, mais il me dit faut qu'on achète un meilleur bateau et puis on y va pour l'édition suivante. Ouais. Donc là on parle, moi je vais donner des chiffres, t'es pas obligé mais on parle de proto qui se négocie un peu plus de 100 000 euros c'est ça, d'occasion, hein. Ouais. Voilà, c'est pas une petite somme, hein. Ouais, non mais déjà là finalement je négocie un truc, je suis absolument pas capable de, je sais pas si je vais pouvoir l'assumer, mais en tout cas on se tape dans la main pour le principe, on est content de faire affaire ensemble, on est au soleil à Itaparica au bord de la piscine. Tu sais pas si t'as l'argent, mais en tout cas t'as topé. J'ai quand même l'aval d'un partenaire qui me dit qu'il va retourner avec un meilleur bateau, donc on y va comme ça. Donc je rentre en France et puis tout de suite je vais voir mon partenaire et puis comment on fait? Et donc j'appelle quelques banques et je vois comment, donc je crée une société du coup suite à ça. J'appelle quelques banques et puis avec mon partenaire en caution on achète le plan finaux d'Isa. D'accord. Voilà, et donc là tu changes de catégorie quand même. On change de catégorie parce que c'est un des meilleurs bateaux de la flotte. Même en termes d'organisation. Là jusque là je m'organise. Tu bricolais, voilà. T'as une petite assoce et là maintenant. Et donc en fait, mais c'est vraiment sous l'impulsion de ce partenaire. Finalement, si je continue, moi j'ai aussi envie d'y retourner et voilà, c'est finalement l'association de tout ça qui fait que on y va, on continue. Et puis donc pendant l'hiver, je fais quelques interventions chez mon partenaire. On monte ce projet d'achat de bateau, on définit un budget et puis je me lance sur les saisons donc 2008, 2009. T'as quoi comme budget pour ces saisons-là? Tu peux donner un petit peu des chiffres? Ouais, je crois qu'à l'époque pour les 2 années 2008 et 2009, je dois avoir 70 000 euros de budget de fonctionnement. Il y a en plus le remboursement du bateau qui est à côté. Voilà, plus le bateau à côté. Et donc, je crois qu'en 2008, je sais plus quelle est la première course de la saison. Je crois que c'est le Mini Fastnet ou le Trophée Marie-Agnès Perron. Voilà, où je finis 2e ou 3e. Le Mini Fastnet avec Yann Rioux. Oui.
dont on aura, ça sera l'occasion des premières images de Yann Ryu. Ouais, exact. Voilà. Et donc on gagne le mini Fastnet avec et puis en bateau de série. Je viens de me montrer du doigt. Et Pierre-Yves gagne en bateau de série. Parce que nous sommes sur le podium également. Et donc tout le monde fait moins d'un mètre, enfin tout le monde fait 1m70 maximum sur le podium. Je me souviens qu'on rigole bien de ça parce qu'on n'est pas très grand. Mais on est très très fiers. Moi, en tout cas, je suis très très fier à ce moment-là. Et donc moi, c'est ma première victoire en bateau, quoi. Ouais. Et surtout à l'issue d'une option assez radicale à l'ouest. Et donc on fait une grosse option avec Yann et on arrive avec. Alors c'est un mini Fastnet où on va virer une bouée d'atterrissage sur la Garonne. Ouais, c'est ça. Gironde, c'est un mini Fastnet où on n'est pas allé chercher le phare parce qu'il y avait cartouche et on va chercher le phare de. C'est BX1. C'est une bouée, c'est BX1 quoi, pourquoi virer. C'est une bouée rouge et blanche. Ouais, c'était la bouée d'atterrissage sur la Gironde. C'est ça. Et donc au lieu de partir vers l'Irlande, on part dans le sud pour aller virer cette bouée et retour. Donc ça dure 3-4 jours. Et puis on arrive avec 4 ou 5 heures d'avance sous Tourmentin parce que quand on passe d'ailleurs l'occidental de Saint, je me souviens de Yann qui était à la barre. Moi je suis dos à la route et je lui annonce les déferlantes. Voilà, pour qu'il place le bateau et qu'on se fasse pas retourner parce que c'était assez dantesque. Chaud, ouais. Et donc on arrive, j'ai encore des photos là de Yann et moi en train de lever les bras avec le Tourmentin à l'avant, encore gréé à l'avant. Donc voilà, gros souvenir aussi avec Yann sur cette course. Et puis parce qu'on l'oublie un peu, Yann Ryu, c'est un médiaman célèbre. C'est surtout le seul triple vainqueur des mini Fastnet. C'est vrai. Avec 3 skippers différents. Ouais. Et donc cette même année, je reparticipe au Sable les Açores. Et on a des souvenirs aussi ensemble, Pierre-Yves, parce que tu es sur la même course. Et donc j'abandonne à mi-chemin entre les Sables et les Açores. On a 3 dep. On se fait bien secouer. Pareil, je suis sur Tourmentin, 3 riz. Et en fait, je casse ma ferrure d'été. Et donc je suis à 2 doigts de démater, j'abats en grand, et là je suis dépité, et j'ai à ce moment-là d'ailleurs Pierre-Yves en VHF, parce que je suis obligé de faire demi-tour, et je suis en tête de la course à ce moment-là, et donc voilà, et Pierre-Yves est en tête en série d'ailleurs, je pense. Exactement. Et donc voilà, grosse déception parce que j'abandonne la course quoi. Je peux pas faire grand chose pour. Et là je pars au portant et je m'arrête à la Corogne. Je m'arrête à la Corogne où Ronan D, qui est préparateur d'Isabelle Josque en Figaro, arrive avec le camion de préparateur d'Isa pour m'accueillir à la Corogne et voilà, et m'aider à amarrer le bateau quoi. Les réseaux ministres. Voilà. Et pour l'anecdote, en fait, c'est une édition des Sables les Açores assez étape, parce qu'on va mettre 13 jours pour faire la première étape, et 6 jours pour faire le retour. Et à l'édition d'après, je m'en souviendrai toute ma vie, ils vont mettre 13 jours pour faire l'aller-retour. Ouais. Donc tu vois, on avait vraiment eu des conditions qui étaient assez dantesques quoi. Ouais, du prêt tout le long. Voilà. Et donc voilà. Et puis l'année suivante, alors cette même année, je crois qu'il y a aussi le mini Pavois. Alors je sais plus dans quel ordre, mais bon, il y a tout un ensemble de courses entre 2000. J'ai des notes, mais j'ai pas tout 2008 et 2009. Et là, je gagne toutes les épreuves du circuit mini. Voilà. Là, t'es l'ultra favori pour au départ de la Transat. T'as tout gagné avant. Ouais. Et tu gagnes la Transat. Pour résumer simplement. Et c'est ça. Exactement. Et donc on part, donc je pars sur la mini Transat 2009 qui part toujours de La Rochelle, qui arrive toujours à Bahia avec ce joli bateau que j'ai préparé avec l'aide de Thierry Fagnan au chantier Amco, qui l'a construit. Et donc toujours avec ce même partenaire. Donc le bateau s'appelle Faber France. Il y a la ville de Dunkerque qui me soutient aussi dans ce projet-là. Donc je commence à réunir quelques partenaires en plus. On voit bien le décalage qu'il y a entre tes 2 fois 2 ans en mini, hein, le changement d'échelle à tout point de vue. On est plus, il y a une vraie professionnalisation qui se passe entre ma première mini et la deuxième. Et c'est souvent le cas en fait dans les trajectoires de ministes, c'est que ceux qui le font, il y en a quand même presque un tiers de la flotte qui l'a fait. En général, quand on y retourne, on a envie d'élever le niveau de jeu et puis de. Mais voilà, c'est ça. Les courbes de croissance du niveau de jeu sont souvent très très élevées en fait dans ces années-là chez les jeunes ministres qui en 2 ans changent totalement de profil quoi. C'est vrai que même l'état d'esprit au départ de 2016 et 2009 est pas du tout la même. Moi 2007 c'est ma première grande traversée, je suis un bisu complet et par contre en 2009 j'arrive avec un autre statut, avec un autre bateau, avec un peu d'argent, un peu de budget, même si c'est pas grand-chose. Voilà, donc il y a une vraie progression entre ces deux transats. Comment se passe cette deuxième transat?
Eh ben, alors, comme dans les livres. Ben non, pas complètement. Enfin, en tout cas, pas le départ. Je me souviens le départ. Il y a un cafouillage sur les bouées de dégagement et je suis en tête auprès et je prends la mauvaise bouée de dégagement et donc j'emmène toute une partie de la flotte avec moi. Et donc on part au portant en pleine balle. Alors en plus sur ce bateau-là, j'avais un mât basculant, un maël basculant. Alors en latéral et en longi. Ouais, et en longi, donc truc assez compliqué. Donc tout mon bateau réglé. Et puis là j'entends le directeur de course qui rappelle les bateaux à la VHF. Donc je comprends pas trop. Je me penche à l'intérieur, j'écoute et là je comprends qu'en fait j'ai pas passé la bouée. Et donc là je dois tout affaler, repartir au près et aller chercher la bouée, la vraie bouée de dégagement. Et donc là la vraie bouée de dégagement, il y a un ferry avec tous les salariés de Faber France qui attendaient que je passe la bouée et donc qui se demandaient quoi parce que toute la flotte était passée puis moi je passe peut-être je sais pas une demi-heure, trois quarts d'heure plus tard. Et donc à l'époque c'est Tanguy Blondel qui est speaker, qui est l'attaché de presse aujourd'hui de mon projet et qui explique, qui tente d'expliquer au patron de Faber France et aux salariés que la Mini Transat ça va vraiment être très compliqué parce que là j'ai déjà une heure de retard. Et donc, j'envoie mon spi un peu énervé après cette bouée de dégagement. Et le lendemain matin, je suis deuxième, je crois. Donc, une grosse remontée toute la nuit. Je termine troisième de cette première étape, qui est gagnée par Bertrand Delaine. Francisco Lobato qui fait deuxième au scratch quand même, parce qu'on a pareil eu des conditions très très ventées le long du Portugal. Moi j'avais juste une crainte, c'est de casser mon bateau parce que je maîtrisais plus rien, le truc s'envolait dans tous les sens, il y avait 30-35 nœuds. Francisco Lobato avec son bateau de série il a traversé la flotte, voilà, pleine balle, et donc il finit deuxième au scratch. Moi je finis troisième en proto, pas loin derrière Francisco et pas loin derrière Henri-Paul Shipman qui est architecte au cabinet Lombard. Et donc deuxième étape de la Mini Transat où je bataille toute la course avec Fabien Després, avec Henri-Paul Shipman, avec Bertrand Dulaine et donc j'arrive en tête à Bahia avec quelques heures d'avance et donc là je gagne la Mini Transat. Et du coup c'était l'objectif. Oui, c'était l'objectif parce que là du coup je m'étais donné les moyens avec le bateau, avec ce partenaire et avec tous les entraînements qu'on a pu faire avec Tanguy Le Glatin à l'époque de bien faire les choses. Et donc avec toutes les courses d'avant-saison qui se sont super bien déroulées, oui, il y avait évidemment un objectif de résultat sur cette sur cette mini. Ouais. Toi, t'es rentré dans une logique de progression, tu sais déjà, parce que ce qui va être assez impressionnant, en tout cas pour nous vu de l'extérieur, c'est que tu gagnes les Mini Transat et tu vas enchaîner sur un autre projet gagnant, on va en parler tout de suite, qui est d'une autre envergure. Tout ça en fait se fait. Moi, quand je veux faire ma première Mini Transat, j'ai pas du tout de plan de carrière, où je me dis pas du tout que ça va être mon métier, où je deviendrai navigateur. J'ai envie de le faire parce que j'ai envie de faire ce truc fun et mais sans qu'il y ait forcément une suite. Je m'attends pas à ça. Puis en fait, c'est sous la pulsion d'un partenaire, aussi d'une rencontre avec un milieu qui est dingue mais du coup, et tout simplement j'aime ça et donc de fil en aiguille c'est des concours de circonstances qui font que la première fois oui, mais la deuxième fois c'est encore un concours de circonstances ou t'as un peu planifié le truc? Parce que moi ce qui m'impressionne c'est que en général quand on vient de finir son projet mini, on est fin novembre début décembre, il y a le salon. Mais je suis en fait en janvier je suis déjà sur la classe 40. Moi, sur ma mini 2007, je suis déjà compétiteur. Mon bateau, je le prépare, je change le mât, je change les safrans, je parle plus de planification de projet là. Ben non, ça se fait toujours un peu comme ça, c'est-à-dire que moi au départ de la Mini 2009, je suis pas en train de penser à 2010 quoi. D'accord. Je suis juste en train de penser à ma Mini Transat. D'accord. Je gagne la Mini Transat et puis là j'appelle le patron de Faber France et pareil même retour. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Voilà. Et donc là, on se pose 2 minutes. Génial, quand même. Et puis, cette rencontre avec Patrice Verlet, elle est dingue. Et puis surtout, et de plus en plus, il me fait confiance. Là, en interne, chez Faber France, c'est la folie. Et donc, on réfléchit. Et puis, on se dit, il y a une route du Rhum, l'année suivante. Donc, pourquoi pas monter un projet classe 40 pour s'aligner sur cette route du Rhum qui a lieu un an après. Et donc à Bahia. Avec qui prends-tu le bain à Bahia? Je sais plus, mais je pense qu'à un moment donné, on est tous dans l'eau, de toute façon. Ouais. Mais en tout cas, très très vite après l'arrivée, 2-3 jours après, je sors mon calepin et puis je passe des coups de fil et je cherche quels sont les bateaux disponibles. C'est que
le temps de latence est très court, quoi. Bah oui, et puis il doit l'être parce qu'en fait, le rôle de la Route du Rhum, c'est moins d'1 an après. Et donc en fait, moi quand j'ai mon partenaire qui dit bah oui, pourquoi pas la Route du Rhum. Dans la foulée, j'appelle aussi la communauté urbaine de Dunkerque pour dire qui était un des partenaires sur la Mini 2009. Et donc pareil, même envie, il dit bah oui, pourquoi pas. Allons-y, on continue. Et donc je passe quelques coups de fil et rapidement, je prends contact avec Giovanni Soldini, qui est un très bon classe 40 à l'époque, mais il en veut très très cher. Et très vite, j'ai Eric Defer au téléphone qui vient de construire un bateau, pas forcément les finances, et donc potentiellement c'est un bateau à louer. Et donc je rentre en France très vite. Je laisse Anne-Laure à Bahia, qui donc Anne-Laure m'accompagne, qui elle navigue sur peau d'orange et se dirige vers l'Argentine. Donc c'est un ancien bateau de la Clipper Onward qui part vers le sud. Elle arrivait à Bahia, et donc je laisse Anne-Laure et je rentre en France tout de suite pour gérer le futur bateau finalement. Et donc très vite je vais visiter le bateau d'Eric et on se tape dans la main. Et moi, donc, je suis sur le quai à Lorient et en janvier, on te voit avec un classe 40, quoi. Ouais. Ça, c'est incroyable. Enfin, ça va très vite. Ça va très, très vite. Ouais, alors, le temps est compté, mais quand même, il faut. Et donc, je récupère ce bateau qui sort de chantier, en fait, donc qui est pas à Castille, qui est pas vraiment à Castiller, qui a pas de voile, qui a pas grand chose. Et donc, à l'époque, je travaillais avec la voilerie All Purpose, avec Rémi Aubrin, et puis, on finit le bateau. Il y a Lucas Montagne, pareil, qui intervient un peu sur l'électronique et l'électricité du bateau. On fait les voiles et puis on commence à s'entraîner avec Tanguy Le Glatin toujours sur ce plan Verdier. C'était un Ticker 40 construit par François Robert. Voilà, et donc je fais la saison 2010 avec ce classe 40. Vous gagnez tout. On gagne tout. On gagne aussi la Normandie Channel Race avec Tanguy, la première édition de la Normandie Channel Race avec Tanguy Le Glatin. On fait les championnats du monde aussi à Riron, on gagne pas, on finit 3e derrière les Anglais et les Espagnols. Et puis donc je me présente au départ de la Route du Rhum fin 2010 avec ce bateau, avec une flotte de, je sais plus combien on était, 40 je crois. 35 ou 40 classe 40, donc ça commençait à être des grosses éditions, c'était les gros, enfin les début des gros volumes de concurrents. Gros volumes de concurrents en classe 40. Et donc au départ, il y a Bernard Stamm, il y a Nico Troussel, il y a Apart City. Oui, nous ne connaissons que lui. Noblet. Yvan Noblet. Il y a quelques. Qui a un sistership de mon bateau. Donc un beau plateau, et puis pareil avec les résultats qu'on a fait sur les courses d'avant-saison, on part parmi les favoris, ou en tout cas les bateaux qui peuvent faire un résultat. Et donc route nord orthodormie parce que la route sud semblait compliquée. Donc plusieurs dépressions, une course quand même un peu sévère, et je me retrouve en tête assez vite 2 jours après le départ. Je crois que Bernard Stamm a un souci technique, s'arrête aux Açores. Nico Troussel prend la route sud, et puis là il y a une espèce de course entre l'option nord, l'option sud, et donc j'arrive quelques heures avant Nico Troussel à la tête aux Anglais en Guadeloupe. Voilà. Et donc là, je gagne la Route du Rhum. Enchaînement sublime. Mini Transat plus Route du Rhum. Ouais. Donc là, tu rappelles ton partenaire dans la piscine. Et donc là. Non, mais du coup, c'est un doublé que personne n'a fait. En tout cas un enchaînement que personne n'a fait. Après, c'est le début du classe 40 aussi. Il y a faut quand même le faire. Il y a une vraie satisfaction. Et puis c'est vrai qu'en 2-3 ans, je me retrouve débutant en course au large, à gagner deux épreuves quand même assez majeures dans le monde du solitaire. Et donc je change un peu de statut finalement. Enfin en tout cas les médias commencent à s'intéresser à ce que je fais, et puis à la suite aussi. Donc pareil, quand j'arrive en Guadeloupe, moi je sais pas trop toujours pas finalement où aller. T'as toujours pas de planification de Non, il y a toujours pas vraiment de planification. Évidemment dans toute cette ambiance-là, on a dans un coin de la tête le Vendée Globe, il y a le circuit Figaro qui est attirant aussi. Et là, on change aussi un petit peu c'est à ce moment-là finalement que
je me dis c'est mon métier ou c'est pas mon métier, et finalement j'ai envie que ce soit mon métier, quoi. C'est vraiment à ce moment-là que la bascule se passe, où je suis à l'aise sur un bateau, j'aime ça, je sens qu'il y a il y a des médias qui sont réceptifs, il y a des partenaires qui ont envie de continuer, et donc c'est un vrai c'est à ce moment-là finalement que la bascule se fait, et qu'il y a entre guillemets un plan de carrière, ou en tout cas une envie d'aller plus loin et de continuer dans ce milieu-là. En tout cas, une réflexion à moyen terme une vraie réflexion qui s'engage à ce moment-là. Alors du coup, le bateau, il s'appelle pas Faber France, je crois. Hein, non, il s'appelle Destination Dunkerque à ce moment-là. Faber France est toujours partenaire, et Dunkerque, Dunkerque met un peu plus d'argent et a le nom du bateau. Mais voilà, j'ai toujours ce partenaire Faber France qui est fidèle et qui suit. Et voilà, c'était une grande chance quand même pour un premier partenaire de pouvoir le garder aussi longtemps. Et donc j'arrive en Guadeloupe après cette route du Rhum, et c'est difficile. Est-ce que je refais du classe 40 ? Je vais pas aller refaire du mini, j'en ai fait 4 ans. Vendée Globe, c'est certainement un peu tôt, mais j'y pense quand même. Il est assez loin. Et je sais que j'ai des lacunes aussi, et donc le circuit Figaro m'attire, et j'ai envie de passer le pas et d'aller sur le circuit Figaro. Et donc toujours suivi par Dunkerque et Faber France, je loue un bateau, le bateau Diane Eliès à l'époque, pour ma première saison Figaro en 2011. Et première course, ça se passe super bien, c'est la Solo Concarneau, je finis premier bisu. Alors tu restes à Lorient, tu rentres pas par la forêt, tu restes à Lorient. C'est une volonté de ta part, ou tu t'es dit en fait, je me suis jamais trop posé la question de changer, parce que moi j'ai commencé à m'entraîner avec Tanguy. Je m'entendais bien avec Tanguy, et on a eu une histoire en mini, en classe 40. Il entraînait aussi un groupe de figaristes, donc assez naturellement, je continue et je reste là où je suis. Je suis installé du coup maintenant à Lorient, et voilà. Donc finalement, je me pose pas la question. Je continue avec les gens avec qui ça a fonctionné jusqu'à présent. Et le truc se fait complètement naturellement. Alors à Figaro, ça va être forcément un peu plus dur. Tu vas pas enchaîner avec des victoires immédiatement. Non, mais d'ailleurs, le circuit Figaro, c'est l'olympisme de la course au large. Ça se passe pas trop mal sur les premières courses. Je fais mes armes. Je participe à la Generali Lolo, je crois, où je finis avant-dernier. Donc dur. Enfin, 2-3 années. Du coup, je fais deux saisons de Figaro, ce qui est court pour perfer en Figaro, mais au final. Tout le monde m'attend un petit peu au tournant, quoi. C'est-à-dire qu'il y a 4 années qui se passent super bien. Je débarque sur le circuit Figaro. Moi, j'y vais sans aucune ambition, parce que je connais le niveau qu'il y a sur ce circuit. Mais par contre, on m'attend quand même un peu au tournant. Et ça se passe pas comme j'aime. Enfin, je fais une première solitaire correcte. Je finis, je sais plus, 15e ou 16e de ma première Figaro. Et deuxième solitaire, je finis 20e ou 25e. Donc pas très bien. Et dur. Et en fait, je me rends compte après ces 2 saisons que je navigue pas comme ça, quoi. Je sais pas naviguer au contact. C'est compliqué. J'ai toujours envie de tirer dans les coins, d'optionner. Donc il y a une façon de naviguer qui est pas du tout adaptée finalement à ce circuit. Et donc je fais une troisième solitaire qui je finis 15e, donc un peu dans le ventre mou du classement, mais quand même avec des bonnes choses, mais pas facile, quoi. Mais par contre j'apprends énormément, quoi. J'apprends énormément aux côtés d'Adrien Adrien Hardy en entraînement. J'apprends énormément avec Tanguy Le Glatin. Et donc il y a quand même un gros palier de franchi en termes de compétences pour faire avancer un bateau vite, pour naviguer en flotte, pour gérer de la tactique, la stratégie en même temps. C'était plus du large, c'était plus de la course au contact, de la course côtière. Et donc là j'apprends c'est 3 années où j'ai pas de résultats, mais par contre c'est un gros bond en avant, de consolidation un gros coup de pied aux fesses en termes de compétences. Moi j'ai le souvenir de faire un Spi West avec toi, absolument terrible, où il fait un froid de canard, il neige à moitié. On fait un Spi West, c'était l'enfer. Moi j'ai 2 tendinites, je me souviens, je suis piano, j'ai 2 tendinites. Et à un moment, on part de la Trinité, il y a beaucoup de vent, il y a 30 nœuds tous les jours. Ouais. Et il faut aller on est sur un rond qui est devant Saint-Pierre-Quiberon. Et l'équipage, il y a peu d'enjeux parce qu'il n'y a pas beaucoup de Figaro en flotte. Ouais. Et on dit allez, vas-y, montre-nous ce que c'est qu'un figariste, quoi. Et tu nous fais une démonstration d'envoi de spi en solo et de qu'est-ce que c'est que du spi dans la brise, on touche à rien.
Et je me souviens qu'on est avec un garçon qui a fait beaucoup d'années justement sur le M34 nordiste, dont j'ai oublié le nom, il m'excusera par avance. Je sais qu'il écoute. Nicolas Doré. Nicolas Doré, merci beaucoup. Excuse-moi Nicolas. Et on est à l'arrière, on te regarde faire et on voit l'impact que tu mets dans les gestes et tout, etc. Et on voit bien que c'est les 3 saisons Figaro t'ont transformé de ce point de vue. Alors t'es un peu aussi en mode démo pour nous montrer ce que c'est vraiment les gars. Voilà, c'est ça, tu montres un peu les muscles. Mais du coup, on s'est dit, il a un peu changé quand même. C'est pas tout à fait le même qu'avant, quoi. Ouais. Et on voit bien que c'est effectivement les années de consolidation. Non, les années Figaro sont, moi, dans mon parcours, primordiales et extrêmement importantes. T'as un petit passage, un petit creux en fait à la fin de ces 3 saisons Figaro. Ouais. J'ai il y a un changement de direction chez Faber France. La boîte arrête son partenariat. Il y a un changement aussi politique à Dunkerque et la nouvelle équipe poursuit pas tous les partenariats, que ce soit en voile ou dans d'autres sports. Et donc je me retrouve en 2014 dans une année très très compliquée, pas facile parce que plus de partenaires, donc je fais mes petites plaquettes l'hiver, j'essaie de trouver un peu de sous pour rebondir sur du Figaro ou du classe 40. Et je vais en profiter. Et donc c'est pas très facile, et donc c'est vrai qu'à l'époque on navigue un peu ensemble. Voilà, on fait une Normandie Channel Race. Exactement. Ce sera mon meilleur résultat en classe 40 parce qu'on fait un podium. Un podium, ouais, avec un Pogo S2 je crois à l'époque. S3 même. S3. Je fais construire un Pogo 40 S3 et on fait un petit bout de saison. Moi, ce qui m'a assez impressionné à l'époque, c'est que ça te dérangeait pas du tout de repartir au bas de l'échelle. T'avais été figariste, t'étais vainqueur de la Route du Rhum, vainqueur de la Mini Transat. Et j'ai fait beaucoup de coaching cette année-là en classe 40, et notamment. Tu m'avais dit aussi, mais moi, je veux bien faire le préparateur, ça me dérange pas. Ouais. Et j'avais été assez impressionné quand même. Je me dis, le gars, il a quand même un petit statut quand même, c'est pas n'importe quoi. Et non, mais moi je prends tout, il y a pas de problème. De toute façon, il faut mais moi tant que j'étais sur les pontons à naviguer et à préparer des bateaux, ça me plaisait. Et puis surtout, j'avais besoin de sous aussi pour vivre. Et donc forcément, on est dans des activités qui restent précaires parce que les partenaires ils sont pas forcément éternels, et que c'était une saison un peu creuse au niveau sponsor. Et donc moi ça me plaisait de préparer les bateaux et puis de naviguer tout simplement. Je vais raconter une deuxième anecdote si tu permets, c'est que sur la Normandie Channel Race, donc moi j'étais quand même j'ai appris évidemment beaucoup de choses en naviguant. Je crois qu'on a fait 3 courses ensemble, et un peu de préparation et des convoyages. Donc moi j'avais évidemment beaucoup appris. Moi j'ai toujours été qu'un simple amateur. Et je me souviens que dans le final de la Normandie Channel Race, dans la pétole devant Cherbourg, devant le rat Blanchard, je vais dormir. Et puis je me réveille et t'es assis juste à côté dans le siège du navigateur. Et t'as mis des lunettes, parce qu'il faut savoir que tu mets des lunettes avec des gros culs de bouteille quand tu mets pas tes lentilles à terre. Et on est quand même à la bataille avec Yannick Bestaven, on est en tête de la flotte, et il y a un passage à niveau important qui se alors à ce moment-là, je crois qu'on est on est 4e ou 5. Ouais, c'est ça. Et il y a pas un bras d'air. Et je me réveille, j'entends juste le pilote, et là t'es juste à côté et t'as les jambes croisées, t'es en ciré et t'es en train de lire un livre. Ouais. Et là je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il fait? Et t'es en train de lire un livre c'est Henri de Monfray. Je crois que ça s'appelle c'est un truc de la mer c'est le titre Secret de la mer Rouge. Secret de la mer, oui, c'est ou en mer Rouge, je sais plus quel c'est les lecteurs d'Henri de Monfray corrigeront de même. Et là je me dis, mais c'est quoi ce gars? On est dans le finish et il lit un classique de la littérature française. C'était pas tout à fait le finish, mais moi ça m'avait beaucoup impressionné. Et il me dit ouais, je fais toujours ça, j'emmène toujours un livre pour savoir faire évacuer un peu la pression avant le sprint final, quoi. Et juste après, tu l'avais refermé. Et on était parti, on avait fait un passage du rat Blanchard, voilà, c'est ça. Et tu me dis, bon allez, là maintenant on est en mode figariste. Donc moi j'étais hyper impressionné. Et on avait fait un beau finish d'ailleurs. On avait fait un très beau finish. Ça c'est le secret de la mer Rouge. Exactement. Ouais. C'est vraiment, j'avais été assez bluffé. Je vais finir encore par une dernière anecdote. Tu bricoles un petit peu jusqu'à la fin de la saison. Ouais. Moi, je te dis, à l'époque, je pense que je vais faire une saison 2015. Il se trouve que je vais pas y arriver parce que je vais quitter le journal qui est mon partenaire à l'époque. Et quand je te dis, est-ce que t'es d'accord pour refaire la saison prochaine avec moi, tu me dis, ouais, bien sûr, y a pas de problème. Écoute, sauf si j'arrive à faire le Vendée Globe, mais franchement, il y a une chance sur 1000 que j'y arrive. Mais sinon, tu peux compter sur moi. Donc, on fait même la présentation du projet à Paris, où je dis, je suis très fier de vous annoncer que Thomas Royan, machin chose, etc. Et puis, en janvier-février, tu me passes un coup de fil. Ouais. Tu me parles à voix basse et mais t'es hyper excité. Et tu me dis, ouais, il faut que je te dise un truc. Et je dis, oui, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? Il me dit,
je vais faire le Vendée Globe. Je sais pas si tu te souviens de ça. Et donc, sous-entendu, je ferai pas la Transat Jacques Vabre. Voilà, c'est ça. C'était pas du tout important que tu fasses pas la Transat. Ce qui était important, c'était que tu fasses la Jacques Vabre. Et tu dis, je suis désolé. Non, t'inquiète pas. Je vais m'en sortir. Mais comment tu fais le Vendée Globe? Ah, mais attends, je vais t'expliquer. C'est un peu compliqué, mais je vais t'expliquer. Et on est en janvier, février. Alors, raconte tout du coup un petit peu cette phase-là. Parce qu'à l'hiver 2014-2015, comment du coup les choses s'assemblent, toutes les planètes s'alignent et tu vas faire le Vendée Globe. Voilà, en fait pendant cet hiver-là, j'essaye de fédérer un réseau nordiste parce que je suis du Nord, donc moi mes connaissances elles sont plutôt là-haut. Et donc j'essaie de monter un petit club de partenaires et d'entreprises pour essayer de monter quelque chose et de faire fonctionner un peu le réseau. Ça marche pas forcément bien. Les gens autour de moi sont motivés, mais bon, il faut toujours quand même l'engagement d'un partenaire pour enclencher vers un Vendée Globe. J'y arrive pas. Le salon nautique se passe. Je me souviens, je suis à la conférence de presse du Vendée, et puis donc on est plusieurs à pouvoir prendre le micro et la parole. Et donc moi, j'annonce que je cherche un partenaire et que je suis très motivé pour passer en IMOCA et y aller vers le prochain Vendée Globe. C'est vraiment à ce moment-là mon objectif et ma grosse envie. Et donc le temps passe. Pareil, toujours un hiver un peu compliqué. Bon, je sais qu'il y a potentiellement une Transat Jacques Vabre avec toi, Pierre-Yves, mais je cherche mon projet à moi et des nouveaux partenaires pour m'accompagner dans les projets futurs. Et donc un soir, je fais un peu de soccer de temps en temps, et donc je rentre du foot, et il y a Anne-Laure qui me dit, écoute, rappelle ton père, il a eu un appel, ça concerne un projet Vendée Globe. Donc je rappelle mon papa, et puis il me dit, écoute, j'ai eu quelqu'un au téléphone là qui voudrait t'avoir rapidement. C'est un projet avec quelques nordistes qui est en train de se monter pour le prochain Vendée. Et donc il me donne le numéro, je rappelle, il doit être 22h30. Et donc là j'ai François Bouy au téléphone qui avait à l'époque mis armé le tripon sur l'ancien groupe Bell pour faire la route du Rhum. Qui avait fait une belle route du Rhum d'ailleurs. Ouais, qui avait fait une super route du Rhum, qui finit 4e, juste derrière Marc Guimot, je crois. Je sais plus qui étaient les deux premiers. Gabard et Bayou. Gabard et Bayou, non Jérém, non? Ah ouais, Jérém, ouais, exact. Et donc j'ai cet appel assez incroyable où il me dit, écoute, malheureusement ça continue pas avec Armel, on aimerait bien que tu viennes nous voir pour envisager une suite sur un projet Vendée Globe. Et donc je lui dis, écoute, oui, je suis assez disponible. Et tu le connais, François Bouy? Non, je le connais pas du tout. Moi, je l'ai jamais rencontré. Donc tu le googlises pour savoir qui c'est? Donc je sais même pas si je le googlise. Ça va à 100 à l'heure dans ma tête. Et puis je lui dis, je peux. C'est un chef d'entreprise du Nord. C'est juste pour préciser qui c'est en fait. Ouais. Et donc je lui dis, si vous le souhaitez, je peux être là demain. Et donc je m'endors. Je vais me coucher. Je dors pas. Je me réveille le lendemain. Je prends le train. Et donc je me retrouve à Lille avec plusieurs, du coup en face de moi, plusieurs entrepreneurs du Nord qui ont acheté un IMOCA et qui ont envie de monter un projet pour participer au prochain Vendée Globe. Et donc en fait, de là part ce projet, le Souffle du Nord pour le projet Imagine, qu'on monte à partir de là. Donc moi, comme j'ai un réseau très nordiste, j'ai envie que ce projet il ait cette fibre-là, et donc on a réuni pendant ces 2 années-là 180 entreprises du Nord, et au lieu d'avoir 180 marques dans les voiles, on décide de mettre en avant une ONG qui s'appelle le projet Imagine de Frédéric Bedos. Et donc mes premières navigations sur le circuit IMOCA démarrent sous ces couleurs-là. Donc la leçon, c'est quand même qu'on peut passer de je cherche du job juste pour faire bouillir la marmite à je fais le Vendée Globe en un coup de fil. Et en fait finalement à chaque fois ça se passe comme ça, quoi. Moi, ma première rencontre avec Faber France, c'est vraiment un truc qui se fait d'un coup au feeling et qui tombe de nulle part, et finalement et j'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'histoires comme ça. Alors, c'est pas juste un coup de fil, c'est aussi le fruit de des années à sillonner tout le Nord et de rencontrer plein de gens. Et c'est pas non plus. Il me dit t'es identifié comme tel. Nous on essaye de faire un peu le tour des entreprises nordistes pour nous aider à financer le projet. À chaque fois, on nous parle de toi. Donc, aujourd'hui, je t'appelle parce que finalement, tous les gens qu'on va voir, ils nous parlent que de toi. Donc
Donc voilà, en fait, c'est aussi le résultat d'un investissement, quoi. Oui, tout à fait. Et finalement, c'est aussi voilà tout le boulot fait les 2 hivers d'avant pour essayer de réunir des fonds qui commencent à payer. Et donc on monte ce projet passionnant qui a été très riche sportivement, mais humainement aussi, avec beaucoup de rencontres. Et puis la mise en avant d'une ONG et qui s'est jamais fait parce qu'on n'avait pas de sponsor nous au départ du Vendée Globe 2016 et on part sous les couleurs d'une ONG. Donc projet très riche, très passionnant, première course en IMOCA et donc première course en IMOCA Transat Jacques Vabre avec Adrien Hardy. Ouais. Donc la même chose, ça c'est la filière lorientaise, ministe, figariste. Ouais, c'est ça. C'est le même terreau, c'est les mêmes réseaux d'anciens entre guillemets. Ouais, et donc je m'entendais bien avec Adrien et puis naturellement je l'appelle et je lui propose de faire cette Transat Jacques Vabre qui était c'était la Transat Jacques Vabre voilà à 2 ans du Vendée donc à un an même du Vendée Globe. C'est la première Transat des foilers. Ouais, c'est la première Transat où on voit les safrans où on voit Banque Populaire. Banque Populaire c'est le seul qui va finir par passer en fait. Qui va faire deuxième mais et vous faites une très belle 4e place. Et donc on finit 4e, ouais, avec je sais plus, il y avait 30 bateaux au départ, on est je sais plus une quinzaine ou une vingtaine à l'arrivée, donc pas mal. C'était une Transat Jacques Vabre assez dure. Il y avait pas mal de vent. Nous on tire un peu sur le bateau, on arrive, il y a un peu de strat à faire à Itajaï à l'époque, parce que ça arrivait à Itajaï. Et donc super première expérience en IMOCA, avec Adrien on est ravis. Et puis voilà, s'ensuit un chantier d'hiver avec une équipe qu'on monte du coup, avec Laurent Bourguès en responsable technique et avec voilà, on était une petite équipe, on était 3-4 en technique, il y avait Marine Viau en logistique, un peu gestion de projet et puis moi et puis quelques personnes aussi dans le Nord pour animer toute cette communauté d'entreprises qui suivait. Alors c'est un petit projet en termes de volume, mais par contre c'est la première fois où tu as vraiment une équipe à gérer, moi, la relation partenaire importante à gérer. Petit projet dans le monde du Vendée Globe et de l'IMOCA, mais quand même voilà, je suis plus tout seul à gérer le truc et il y a une vraie équipe autour, des préparateurs. Et donc première expérience, enfin voilà, là je commence à être un peu au centre de quelque chose d'assez nouveau, pas simple, mais en même temps voilà aussi toute cette partie de gestion de projet et de fédérer une équipe, elle est passionnante et moi elle m'intéresse beaucoup quoi. Là, la partie sur l'eau est évidemment énorme, mais la partie entrepreneuriale, elle te plaît beaucoup quoi. La partie entrepreneuriale, la façon dont on monte le projet, dont on réunit une équipe, dont on gère un budget, elle est riche et finalement moi ça m'alimente et ça me plaît quoi. Et donc je prends le départ de mon premier Vendée Globe fin 2016. Et alors? Moi j'étais sur le ponton quand t'es parti, donc il y a une émotion. Une émotion hyper forte quoi évidemment mais toi comment tu l'as vu comment finalement pendant ces 2 années pour me préparer à arriver au départ de ce Vendée Globe je me prépare à cette explosion un peu médiatique qu'on peut retrouver au Sable d'Olonne on me prévient on me fait attention parce que c'est quand même un truc fort à vivre donc te crame pas et voilà protège-toi et t'y arrives. Et j'y arrive. C'est-à-dire que je me mets vraiment dans une bulle au Sable d'Olonne. Je suis complètement alors dans une bulle. J'assume toutes les obligations avec les partenaires, avec les médias, avec la presse, mais toujours avec quand même une protection. Une petite bulle quoi. Voilà, je savais ce qui allait m'arriver, donc je me protège. Et en fait, quand je rentre dans ce chenal pour aller en mer et prendre le départ, cette bulle elle explose complètement parce que c'est le départ du Vendée Globe. On est dans le chenal des sables et là c'est juste dingue. Moi c'était mon premier départ en tant que coureur, mais aussi en tant que spectateur aussi. Ah oui, t'avais jamais fait de Vendée avant. J'ai jamais assisté à un départ de Vendée Globe et j'étais jamais allé au sable pour cet événement. Donc je découvre un truc, je sais que ça va être fort, que voilà, mais c'est un truc complètement dingue et c'est vrai que en tant que marin on a jamais le droit à ça quoi. C'est les footballeurs qui ont le droit à un truc pareil. C'est pas nous quoi. Et donc un moment très très fort. Et donc je pars sur ce Vendée Globe et je mets quand même un peu de temps à me remettre de cette ça pompe en fait ça pompe de l'énergie énormément d'énergie c'est énormément d'émotions et donc ça voilà c'est. Tu mets combien de temps
Je sais plus, mais il y a 24 heures où t'es encore un peu sonné de ce qui s'est passé au départ. Mais bon, rapidement, le côté marin reprend le dessus, compétiteur, et donc je fais une descente de l'Atlantique top. Je suis super content, je casse pas le bateau, j'ai pas d'avarie et les choses se passent bien. Je match avec Yann Eliès, avec Jean Lecam, avec il y a Jean-Pierre Dick pas loin, Tanguy Delamotte avant qu'il s'arrête aux Canaries. Et donc dans un bon paquet qui correspond aussi aux performances de mon bateau, donc dans le match quoi. Et vraiment. T'es surpris d'être dans le match ou pas? Parce que les observateurs à l'extérieur, ils ont peut-être un peu oublié tout ce que tu avais fait avant. Ils te vivent quand même comme un bisu du Vendée, etc. Mais alors qu'en fait t'es vraiment à la bagarre. Ouais, je suis à la bagarre, mais après pareil, on a essayé de bien se préparer toujours avec Tanguy Le Glatin, avec toute l'équipe. On a essayé de faire les choses de façon très pro aussi, et une grosse envie. Je suis un compétiteur de toute façon, donc j'aurais pas laissé filer le truc, et je savais la qualité du bateau que j'avais, et donc je prends vraiment goût à cette régate vraiment au long cours quoi, pour le coup. Et donc moi je rentre dans ce rythme Vendée Globe tout doucement, et ça me plaît quoi. Je prends vraiment du plaisir à régater sur ces énormes machines qui sont physiques, qui sont exigeantes, ça va vite. Enfin, je m'éclate quoi. Du coup je me rends compte aussi que c'est ça que T'es au bon endroit. Je sais déjà que sur cette première descente de l'Atlantique, si je peux y retourner la fois suivante, j'y retournerai quoi. Enfin, je suis déjà dans un mode où et tu le découvres ça ou... je le découvre. Oui non, parce que je le valide. J'ai une Transat Jacques Vabre avant sur l'IMOCA, mais je découvre ce circuit là, et puis cette sensation de se dire ok, je pars pour un tour du monde. Quand tu descends l'Atlantique à ce moment-là, tu vas pas à Bahia, tu vas pas à Itajaï, tu sais que tu repasseras par le même endroit quelques semaines plus tard, quelques mois. Puis tu tournes en bas à gauche, quoi. Ouais, exactement. Mais tout ça, cette vision-là de partir autour du monde et de régater avec tous ces marins autour, moi c'est grisant, ça me plaît quoi. Je suis dans mon truc quoi. Alors, il y a l'entrée dans le sud. C'est la première fois que tu vas dans le sud. Ouais. Comment ça se... Alors, forcément, tu changes de mode assez vite. C'est vrai qu'en Atlantique, c'est des coins que tu connais. Tu sais que la flotte est encore assez groupée. Il y a du monde sur l'eau, et des cargos et des pêcheurs. T'es pas si loin des côtes, et donc c'est une navigation où on tire quand même pas mal sur les bateaux. Où on est à 100% des polaires ou pas loin, enfin donc ça navigue rapidement. Et c'est vrai que quand on commence à rentrer et qu'on commence à passer la longitude du cap de Bonne-Espérance, ça y est, on rentre vraiment dans le vif du sujet, du Vendée Globe, de tout ce que ça représente, et de tous les superlatifs que. Et c'est conforme à ce que t'attends. Cette course. Les clichés que t'as en tête. Alors moi j'arrive dans l'Indien, qui est réputé quand même pour pas être le plus l'océan le plus facile. Mais malgré tout, je suis bien à bord de mon bateau, et je suis toujours au contact du bon paquet, et donc il y a une façon de naviguer qui est un peu différente. Je prends plus soin de mon bateau, je fais plus de checks réguliers de l'ensemble des choses. Je commence à voir mes premiers albatros, donc tout doucement on rentre quand même dans une façon de faire qui change quoi. On n'est plus il y a un vrai basculement qui se fait à ce moment-là. Et puis je fais des bonnes journées. Je fais plusieurs fois la meilleure journée sur 24 heures au moment où on rentre dans l'Indien. Je dépasse Jean Lecam à ce moment-là, donc je suis dans une bonne dynamique. Et puis en avant d'un front, je fais un changement de voile. J'installe ce qu'on a appelé à l'époque la mule. C'était une voile qui ressemble un peu à la MDTK, qui est une trinquette, qui a été poncée un peu par Mijidej. Bon, c'est une voile qui ressemblait un peu à ça. Et donc je vais très très vite, et puis vient le temps de la bascule, et donc de l'empannage. Et là j'ai un truc qui m'arrive jamais, c'est que j'ai mon écoute à l'avant qui se coince sous mon J2 qui est roulé, donc sous le boudin de la voile. Et donc là, sans trop réfléchir, je mets le pilote, je cours à l'avant pour aller décoincer cette écoute. Et là, j'ai ma trinquette qui commence à faire des tours autour de l'été. Et donc là, je reprends la barre tout de suite.
Donc je réempanne, je me mets fausse panne, j'essaye de dérouler le truc, ça empire, ça cocotte. Et là je me retrouve avec ma super voile du sud au milieu de l'Indien, plus utilisable parce que rouler, j'arrive plus à défaire le truc. Donc j'enroule le boudin tant bien que mal, j'arrive à la faller, mais je la mets en soute et le truc est plus renvoyable du tout, quoi. Donc ça c'est mon premier pépin. Et puis une fois que le truc est dans la soute, je lève la tête et là je vois 4 lattes de grand voile qui sont cassées. Et en fait, dans ces empannages là, j'ai pas pris le temps de bien reprendre mon album, mon écoute. Et là, en fait, je paye complètement mon inexpérience des mers du Sud et du Vendée Globe j'ai une descente de l'Atlantique qui s'est passée sans accroc. Et là, je me retrouve dans les mers du Sud avec un premier gros pépin où je perds une voile finalement parce que de renvoyer une voile comme ça, c'est pas possible. Et je me retrouve avec un fagot de latte pété. Et donc, j'affale ma grand voile. Je mets mon petit Genac, j'affale ma grand voile et puis me voilà parti pour un premier. Donc c'est là où tes fameux tutos vidéo vont nous passionner à terre. Finalement, moi, je veux pas faire un tuto. Je veux juste filmer ce qui m'arrive. Et c'était vraiment aussi de cette façon-là que j'avais envie de retransmettre et de le partager à mes partenaires et puis aux gens. Voilà, un Vendée Globe, c'est pas lisse, quoi. On a des avaries, il nous arrive des choses, et puis moi je prends le parti de prendre ma caméra pour raconter finalement ce qui se passe réellement, quoi. Et donc tout simplement je me filme et puis je fais des petits montages avec des cuts où j'envoie, puis en fait tout le monde prend le truc comme des tutos, alors que j'ai quand même un Laurent Bourguès derrière et une équipe qui m'accompagne aussi dans toutes ces réparations. Donc il y aura ça, il y aura une histoire de schnorkel de ballast aussi. Donc un peu plus tard donc je répare mes lattes, un peu plus tard dans l'Indien j'ai le schnorkel qui découpe mon fond de coque, donc j'ai grosse voie d'eau. Voilà, mais je répare, j'arrive à restrater le circuit de ballast et puis je continue dans le sud. Et alors, tout ça n'est rien comparé à ce qui se prépare. Et puis quelques jours après, grosse dépression qui grosse dépression qui nous arrive dessus. Moi, je suis à l'endroit du tuyau entre la zone des glaces au sud et puis la Nouvelle-Zélande, donc je dois trouver le moyen de passer. Et donc là, je décide de faire route plein nord pour éviter le gros de cette dépression. Et donc je me retrouve dans des mers grosses, 7-8 mètres de houle, je sais plus, 45 nœuds, 50 nœuds de vent. Et donc là, je sais que je prends la bonne décision d'aller au nord parce que plus au sud, il y a 2 fois plus, quoi. Donc c'était vraiment sévère. Et donc je suis dans ces conditions-là, le vent se calme un petit peu, je redéroule mon J3 parce qu'à un moment je suis Trois-Ris, je suis GV seul à Trois-Ris. Et là je suis en train de dormir et là je sens un arrêt extrêmement violent où moi je vole dans le bateau et je me retrouve plaqué sur la cloison de mât. À ce moment-là, je dormais dans mon pouf et donc c'est mon pouf qui fait amortisseur finalement et qui se retrouve entre moi et la cloison de mât. Donc moi je me fais pas mal, mais par contre vraiment secoué. J'ai tout le matériel du bateau qui finit quasiment contre la crash box à l'avant. Enfin je sens avec des énormes cracks. Enfin je sens que voilà il y a un truc qui s'est passé, que j'ai tapé quelque chose et que très très violent. Et donc mon premier réflexe c'est d'aller voir la quille. Ok, ma quille est toujours là. Je sors, ok, mon mât est toujours là. Je rentre dans le bateau. Il fait nuit. Il fait nuit. Je suis encore en phase de réveil. Et là, j'ouvre mes cloisons étanches pour aller voir à l'avant. Et là, je mets un premier coup de frontal sur la première varangue. Je vois la varangue péter, enfin cassée en deux. Je mets un coup de frontal de l'autre côté, à tribord, pété aussi. Je mets un coup de frontal sur la cloison suivante, pété. Et en fait, je me rends compte que toutes mes cloisons sont cassées. Et que j'ai le pont, donc c'est les chutes du Niagara au-dessus de ma tête, et qu'en fait le pont est cassé en deux. Je mets un coup de frontal sur le bordé, je me rends compte qu'en fait le bateau il est découpé et le bateau est cassé en deux, quoi. Et donc là, finalement je mets pas trop de temps à réfléchir. Je vais dans le cockpit, je roule ma voile d'avant et rapidement j'ai des problèmes de safran. Aussi parce que j'ai le système de barre qui explose aussi dans le choc
Et donc le bateau à un moment donné part au lof et je me retrouve à la cape. Et donc au moment où je me retrouve à la cape, le bateau est particulièrement stable et ne tape plus et les mouvements sont doux. Et donc je décide de rester comme ça un petit moment. Je sais que les conditions se calment derrière. Parce que là il y avait encore 45 nœuds. Et donc je décide d'attendre. Et donc là, le vent se calme. Pendant ce temps-là, évidemment, j'appelle la direction course, mon équipe technique, et c'est l'abandon du Vendée Globe en fait à ce moment-là. Il y a rien. De toute façon, il y a rien à faire. Je me souviens d'avoir Laurent Bourguès au téléphone, qui essaie de trouver des solutions. Il dit mais tu peux pas, le bord est cassé, mais tu peux pas greffer des plaques de carbone. Enfin, mais complètement finalement hors de. Moi, je sais que mon bateau il est détruit en fait à ce moment-là, mais j'arrive même pas encore à faire passer le message. T'arrives pas à leur faire comprendre la gravité de la situation en fait. L'équipe technique, donc ils essayent de trouver des solutions pour moi, mais il est découpé. Le bateau, il est découpé en potier. Et je m'en rends encore plus compte quand le jour se lève, où je vois l'étendue des dégâts, et en fait c'est juste la structure longie en fond de coque qui tire les deux morceaux quoi. Et par chance, le mât est pas tombé, mais j'ai le gréement qui est complètement mou. J'ai un système de barre qui est HS. Et donc pendant que je suis à la cape, je bricole ma tringlerie de barre pour quand même avoir retrouvé une direction correcte. Et puis dès que le vent se calme, je retire la barre et je sors de la cape pour refaire route vers la Nouvelle-Zélande parce que là c'est la terre la plus proche pour moi. Et donc là je reprends des fichiers météo, j'essaie de savoir un peu ce qui va se passer dans les 3-4 jours qui viennent, ce qui est le temps qu'il me faudrait pour arriver en Nouvelle-Zélande. Et là je me rends compte qu'il y a une énorme cartouche qui arrive de la mer de Tasmanie et qui descend le long des côtes néo-zélandaises et qui m'arrive dessus. Et donc mais je peux pas tirer sur le bateau est pété, donc je suis entre l'avant de mon bateau avec ma grosse pompe de cale et puis ma zone de vie que j'essaye d'isoler le maximum. Je prépare, j'ai ma combinaison de survie qui est prête, j'enfile ma combinaison sèche. Ma combinaison de survie est prête à côté, mon radeau de survie pareil, les deux balises à proximité prêt à appuyer sur le bouton parce que je sais qu'à ce moment-là, si les deux morceaux se détachent, ça démate. Je sais pas finalement comment l'eau rentre, comment mes cloisons étanches se comportent, comment les portes se comportent. Donc je suis vraiment là pour le coup en mode un peu survie et voilà. Est-ce que j'appuie sur le bouton, est-ce que j'appuie pas quoi? Bon, je suis quand même moi tant que alors nous à terre en fait nous les spectateurs à terre on reçoit les photos, ouais. On comprend l'adepte qui arrive et on comprend qu'il y a une course contre la montre, ouais. qui se met en jeu avec cette adepte qui descend du nord, la côte de Nouvelle-Zélande et donc il faut que tu viennes à la fois pour toucher terre mais aussi pour t'abriter du mauvais temps. En fait, l'enjeu c'est de réussir à aller me mettre sous le vent des montagnes néo-zélandaises et donc assez vite je me rends compte que je vais pas assez vite. Et donc tout doucement, je redéroule mon J2 pour avoir un tout petit peu de toile, essayer d'avancer un tout petit peu plus vite. Alors tout en surveillant le bateau, le bateau prend de plus en plus de jeu. J'essaie de combler les trous avec des vêtements, avec des cirés, avec des plaques de verre, avec du Sika, avec tout ce que je peux, avec les pompes de cale qui tournent en permanence. Enfin, en fait, je suis 24/24 en train de décoper. Je me rends compte aussi qu'il y a une cloison, un compartiment à l'avant qui est complètement rempli d'eau, donc plusieurs tonnes d'eau. Et qu'en fait la fissure du bateau elle est en diagonale et qu'elle arrive dans des cloisons que du coup je peux même plus aller ouvrir, dans des compartiments que je peux plus ouvrir. Et donc je fais route et tout doucement je déroule un peu plus mon J2 à l'avant et en fait à la fin je me retrouve il y a 45 nœuds de nouveau sous J2 JV3 RI et qu'en fait je déboule à 16-17 nœuds avec mon bateau pété quoi dans une mer dantesque. Et donc plusieurs fois dans ces moments-là, j'ai mon bateau qui est parti au lof et mon bateau tellement lourd avec toute la flotte à l'intérieur et tellement plus intègre que il y a un moment donné, j'arrive plus du tout à repartir mon bateau se met à la cape et j'arrive plus à abattre quoi. Et donc je suis là, j'ai le vent qui prend des tours, je sais que je suis encore à 50 000 de la Nouvelle-Zélande mais j'arrive plus à faire route quoi. Et donc je sais plus à un moment donné il y a une vague qui me bascule l'étrave et qui me remet sur la route et là du coup je reste à la barre je sais plus quelques heures encore pour essayer de faire cap. En plus le vent refuse donc je me retrouve de plus en plus à serrer le vent et donc à la fin avec un bateau qui faisait des mouvements, le mât qui bougeait, enfin c'était juste n'importe quoi. Et donc et là j'arrive sous le vent de la Nouvelle-Zélande.
Et là, le vent, en quelques minutes, se calme complètement, la mer s'aplatit. Et donc là, je me retrouve... Il y a rien. Moi, je me souviens, j'ai regardé sur Google Maps, il y a pas de port, quoi. Non. C'est une zone hyper sauvage, quoi. Ouais, il y a beau être arrivé, bateau, il y a rien. Enfin, c'est vraiment à l'abri de la côte. Brut, quoi. Il y a rien. Tu dois continuer, en fait. Ouais, c'est complètement sauvage. Mais je sais aussi que au moment où je suis à l'abri de ces montagnes-là, le bateau est sauvé, quoi. Et moi, par la même occasion, quoi. La mer est plate, le jour se lève, il y a 0 nœud de vent. Et donc là, je lève enfin les yeux de mon bateau, parce que je suis très centré en fait sur mon bateau, quoi, que je dois sauver. Et là, je suis au pied de montagnes gigantesques et magnifiques, quoi. Et donc là, j'ai cette image, cette première image de la Nouvelle-Zélande que je vois même pas arriver. En fait, moi, je vois la Nouvelle-Zélande quand je suis au pied des montagnes. Je la vois pas avant, quoi. Je veux même pas, je la regarde même pas, quoi. Moi, je regarde ma carto, je regarde, je vide mon bateau de toute sa flotte et voilà, c'est tout ce que je fais. Je tiens là, je fais des heures de bar avec les yeux rivés sur les écrans. Et en fait, je découvre la Nouvelle-Zélande, je suis dessus, quoi. Et du coup, comment ça se passe? Parce que du coup, tu vas faire tout le tour du sud. Il y a 30 000 entre moi et le petit port de Bluff, qui est au sud. Donc, c'est le seul port, hein. C'est un petit port de pêche. Et donc là, il y a 30 000 nautiques à faire. Donc je dois faire 10 ou 15 000 au moteur pour avancer, parce qu'il n'y a plus du tout de vent. Donc là, j'affale mes voiles et puis je fais route. Je fais route au moteur. Je sais que mon bateau est sauvé. J'arrive pas à dormir parce que j'ai trop d'émotions. J'en ai encore là d'ailleurs. Ouais. Et donc là vient ma rencontre, les Coast Guard, avec Stuart McLellan à la tête des Coast Guard, qui est un préparateur de bateaux de course. D'accord. Qui a travaillé pour Ocean Race, qui est maintenant travaille avec Boris Herman. D'accord. Et je recroise régulièrement sur la base des sous-marins à Lorient. Ah, c'est marrant. Et donc parce que pendant ce temps-là, toute l'équipe à terre a géré, j'imagine, toute l'équipe à terre, Laurent et tout ça, qui a pas encore eu le temps d'atterrir en Nouvelle-Zélande. Et donc ils missionnent Stuart et avec des Coast Guard, ils viennent à ma rencontre. Et donc quand ils arrivent à ma rencontre, ils savent pas dans quel état est le bateau et ils sont avec les motopompes, avec énormément de matériel pour sauver le bateau finalement. Et donc on se fait des grands signes, ils montent à bord. Donc moi c'est les premières personnes que je vois après 45 jours de mer. Et donc on se salue, on a le sourire, c'est super, voilà. Et là ils rentrent dans le bateau, ils voient le bateau et là ils rentrent en panique. Alors que moi, ça fait déjà 3 jours que tu l'as comme ça, en fait. Ouais, ça fait 3 jours. Et là, ils rentrent en panique, et puis ils sortent les moutons pompes. Je fais, hop, les gars, stop, c'est bon, le bateau, on va le ramener, et puis de problème. Voilà, mais enfin, c'est vrai que le contraste entre toi qui vivais comme un animal, quoi, et eux qui arrivent de la civilisation et qui se disent, qui arrivent et qui voient juste l'état du bateau et qui se demandent encore, comment le bateau a pu arriver jusque là, quoi. Et même sur mer plate, 0 nœud, ils débarquent là, puis ils se disent qu'ils doivent sauver le bateau. Sauf que pour moi, le bateau, il est sauvé depuis une dizaine de milles, quoi. Et donc j'arrive dans ce petit port de Bluff et je m'amarre sur un ponton qui est pas vraiment un ponton, avec quelques pneus. Voilà, en fait, c'est un pêcheur qui me laisse un peu sa place. Donc je suis dans une espèce de darse avec un ponton qui fait 4 mètres de long pour un bateau de 18 mètres. Et donc je finis d'amarrer mon bateau. Et donc là, ça fait un peu de bruit en Nouvelle-Zélande. Il y a eu pas mal d'infos sur le fait qu'un concurrent du Vendée Globe s'arrêtait, etc., etc. Et donc c'était une petite nouvelle finalement dans ce port de Bluff. Et donc là, à la fin de l'amarrage, je mets pied à terre, je suis sur les pontons, et puis là il y a un pêcheur de Bluff qui arrive dans la darse et qui vient faire un demi-tour et qui s'approche vraiment près du bateau. Et donc moi je remonte à bord. Il était déjà bien abîmé le bateau, et donc pour parer à sa manœuvre. Et en fait, le mec contrôlait complètement son truc. Et donc il a un sac plastique qui me lance sur le pont du bateau. Et là j'ai 9 homards dans le sac plastique. Et puis le mec il me salue avec sa casquette, avec un grand signe pour juste bienvenue et bravo, quoi. 9 homards, quoi. Et t'as fait une soirée homard avec tes potes à Bluff. Et donc c'est pas une arrivée comme dans le chenal des Sables d'Olonne. Mais ça vaut son pesant d'émotion, quoi. Ouais. Et du coup, je crois qu'après il faut que le bateau il va encore repartir en convoyage. Enfin, l'histoire est pas terminée, quoi. Et après on répare le bateau avec Laurent qui arrive quelques heures après, avec qui on mange les homards. Et puis le lendemain pas à deux. Avec vous faites pas les 9 homards à deux. Avec Stuart, donc on mange 3 homards chacun. Ah ouais. Cuisinés par l'hôtel dans lequel on logeait. Et donc ça c'est mon premier repas en mettant pied à terre. La classe. Et donc le lendemain, je repars pas le lendemain d'ailleurs, 3 jours après, on repart de Bluff
après avoir réparé quand même le bateau avec des bastins de bois vissés dans le pont au-dessus et en dessous pour essayer de retrouver l'intégrité. Donc on vide aussi la flotte qui est à l'avant. Alors pour la petite anecdote, quand tu arrives en Nouvelle-Zélande, tu dois montrer tes poubelles. Et donc sauf que moi mes poubelles, elles étaient dans le compartiment à l'avant qui avait pris l'eau. Et donc je me fais contrôler, voilà, comme tout nouvel arrivant en Nouvelle-Zélande, je monte mes papiers, tout ça. Ils me prennent tout mon fromage qui reste, tout mon miel, toute la charcuterie sous vide. Ils me piquent tout. Il me reste quand même quelques mignonnettes de vin qui étaient prévues pour Noël. Et puis il me demande mes poubelles. Il dit allez-y. Sauf que toutes mes poubelles, elles ont explosé à l'avant du bateau et que c'était Beyrouth à l'avant. Donc bon, ils m'ont laissé, ils ont laissé s'occuper de nos poubelles tout seuls. Et donc 3 jours après être arrivé, on continue le tour de la Nouvelle-Zélande pour aller à Dunedin, qui était un port beaucoup plus approprié pour sortir le bateau de l'eau et envisager la suite, quoi. Alors le bateau, lui, il va continuer son histoire un petit peu sans toi, parce que du coup, il va être réparé pendant plusieurs mois, si je ne m'abuse. Ouais, pendant quasiment 5-6 mois, et c'est Enda Okonin qui rachète le bateau. Donc qui est le concurrent irlandais qui lui s'est arrêté en Australie. Non, il s'est arrêté à Dunedin. Donc en fait, quand il finit son Vendée Globe, parce qu'il casse son mât, il s'amarre à mon bateau. Son bateau, lui, repart directement en cargo, et puis une fois son bateau parti, il se dit moi, on fait le tour du monde, en fait, j'ai envie de le finir. Et donc il rachète le bateau du Souffle du Nord, et donc les 2 équipes s'associent, le Souffle du Nord et Team Ireland, et donc Enda Okonin récupère le bateau une fois que le bateau est réparé et finit le Vendée Globe, voilà, 1 an plus tard. Ça c'est pour la belle histoire et donc le bateau fait son tour du monde quand même. D'accord. Et toi du coup, quand tu rentres en France, c'est quoi ton état d'esprit quand je rentre en France, moi c'est quand on discute sur le pas de l'hôtel en Nouvelle-Zélande avec Laurent qu'on est en train de penser à la suite, quoi. Ah oui. Donc en fait quelques jours, et donc ça c'est à Bluff, c'est même pas à Dunedin, donc c'est 2 jours après avoir mis à terre. Je fais 2-3 mauvaises nuits, quelques cauchemars, et puis rapidement on discute avec Laurent de ce qu'on a envie de faire, et en fait l'envie c'est de repartir sur le prochain Vendée Globe. D'accord. Et donc voilà, j'ai eu toutes ces avaries et tous ces trucs, mais malgré tout. Donc toi t'es le gars, en fait, dans les 48 heures qui suivent un projet, tu prépares le suivant en fait. C'est quand même la leçon de toute l'histoire pour l'instant. Ouais, en tout cas. Ça se joue dans les 72 heures qui suivent, quoi. Oui, mais en tout cas moi il y a eu 45 jours, il y a eu des jours compliqués, mais malgré tout, je me suis aussi rendu compte, au-delà de ça, que c'est ce que j'avais envie de faire, et c'est ce que j'aimais. Donc moi très vite et puis en fait à ce moment-là je pense que c'est ça a été la meilleure chose pour essayer de me sortir de ce qui venait de se passer, quoi. Et donc moi j'avais besoin de me projeter et de repenser à la suite, quoi, parce que je pouvais pas rester là-dessus, quoi. C'était pas possible. Donc voilà, j'étais content de sauver mon bateau et de le ramener à Bluff, mais j'étais aussi content de retrouver Laurent pour aussi commencer à évoquer déjà la suite, quoi. Alors du coup, comment tu planifies un peu cette suite? Il y a pas vraiment de plan, on se dit juste qu'on a envie de repartir, en fait, à ce moment-là, c'est tout ce qu'on se dit, hein. On sait que début 2017, un projet comme le Souffle du Nord avec 180 entreprises, avec un message fort derrière, avec une ONG, c'est super, mais c'est très très lourd à mener, et surtout sur un projet performant, je suis pas sûr que ça soit la bonne. C'est même moi j'étais pas prêt à ça, quoi. Pour moi c'est dans un projet performant, c'est aussi d'autres sommes d'argent, et donc c'est peut-être moins le cas d'un projet pour porter ce genre de message, et puis surtout fédérer autant de monde à s'occuper, parce que ça prend énormément de temps, et pour un projet performant il faut pouvoir être consacré à 100% à la perf et au côté sportif, donc mais malgré tout, avec ce projet du Souffle du Nord, avec qui j'ai toujours de très très bons contacts et rapports, il y a quand même plein de personnes qui avaient envie de me voir rebondir, et donc moi j'utilise aussi un petit peu ce réseau-là pour essayer de remonter quelque chose, quoi. Et donc rapidement, je rediscute avec notamment Alexandre Fayeul, qui est le patron d'Advance. Voilà, qui a envie de me voir repartir, chez qui j'interviens juste après le Vendée Globe pour raconter un peu toute l'histoire. Ça embarque une grande partie de ses salariés, et donc et Alexandre a découvert le Vendée Globe au départ des Sables d'Olonne, et avec toute cette histoire, et il a envie qu'il y ait une suite, quoi.
Et moi rapidement en parallèle, j'échange avec Boris Herman qui m'embarque sur la Transat Jacques Vabre 2017. On finit 4e. Et d'ailleurs, Advance, à ce moment-là, il manque encore un peu de sous, nous file un coup de main financier pour aller sur cette Transat Jacques Vabre. Et au retour de la Transat Jacques Vabre, rapidement, on réunit quelques personnes, dont Alexandre Fayeul, et puis quelques personnes qui étaient dans ce cercle du souffle, mais pas que, d'autres personnes aussi. Et donc, rapidement, on identifie le fait que la priorité, pour pouvoir être présent de façon performante sur le prochain Vendée Globe, c'est de lancer une construction, parce qu'il n'y avait plus de bateaux sur le marché. Et parce que si on traînait trop, ça serait vraiment tardif pour lancer la construction d'un bateau. Et donc là, je remonte une nouvelle société pour monter tout ça. Et donc, on réunit des investisseurs, une banque, et on lance la construction d'un bateau neuf. Donc là, c'est un autre modèle, c'est pas le modèle je cherche de l'argent, je fais construire un bateau, c'est je réunis des investisseurs qui ne mettent pas forcément leur marque. Avant ça, on analyse les risques quand même. On sait qu'il y a plus de bateaux performants disponibles pour le Vendée Globe. On sait que à ce moment-là, il y a Geocean Race qui vient de s'associer à la classe IMOCA pour les prochaines éditions. Donc on se dit la valeur intrinsèque d'un IMOCA neuf est élevée. Un IMOCA de lancer la construction d'un IMOCA, il y a plus tant de risques. Et donc on lance rapidement, moi j'appelle Guillaume Verdier qui a dessiné l'Open 60 pour Geocean Race à l'époque, et puis on lance la construction avec le chantier Persico en Italie, qui avait déjà quelques outillages, et donc ça nous a gagné du temps. Et puis tu racontes ça va très très vite, mais en fait c'est quand même ça dure plusieurs mois, des mois de travail. C'est une année de boulot. Tu vas quand même au milieu, tu vas faire une petite AG2R que tu vas gagner avec Adrien. Alors là on lance la construction. Voilà, mais ce que je veux dire, c'est que ça se fait pas comme ça. Moi je l'ai suivi de loin. Non, là je passe vite sur l'épisode, mais c'est vrai que le travail administratif de structuration, ça me prend un an. Pour rassembler toutes ces personnes, pour convaincre des banques, pour le montage économique, tout ça, pour aussi réunir une équipe, pour penser le bateau avec Guillaume, pour juste construire le début d'un nouveau projet. Et donc ça prend un an. Et donc la construction est lancée. En parallèle de ça, Adrien m'appelle un mois avant la Transat AG2R pour me dire tu viendrais pas avec moi. Je dis ok. Donc je dis pas aussi vite que ça, mais je prends un peu le temps de la réflexion. Donc moi tout le projet de construction a démarré, et donc moi à ce moment-là j'ai besoin d'aller sur l'eau et de naviguer, parce que ça fait un an que je fais que du montage de projet, et donc j'ai besoin de partir sur l'eau. Et donc on fait quelques entraînements avec Adrien. Et puis on part avec plein d'envie là, sur cette AG2R, et puis on gagne la course. Donc du coup, en préparant cet enregistrement, j'ai vu que sur ta fiche Wikipédia, c'est marqué que tu es le seul marin à avoir gagné 3 transats sur 3 supports différents. Mais je pense que Mich a dû en gagner 3 aussi. D'accord. Ouais, mais on doit pas être nombreux. Ah oui, en multicoque, en IMOCA, ouais. Et en Figaro peut-être bien. Ouais. Bon, c'est pas mal d'être accompagné de Michel Desjardins. Ouais. Non, et puis du coup, ça fait c'est quand même 3 séries qui comptent, le Mini, Classe 40 et Figaro, et puis de remporter 3 courses majeures, 3 transats, c'est super quoi. Ouais. Ça fait chic. C'est super, et puis de gagner cette course-là avec Adrien, ça a été une course incroyable, parce que je crois qu'on fait 2 heures de pilote sur l'ensemble des 17 jours, je crois. Je sais plus combien de temps on met. On a le record, mais je sais plus combien. Et on fait 2 heures de pilote, quoi. Effectivement. On fait que barrer. Et donc ça a été un vrai engagement. Mais c'est comme ça qu'on a voulu la faire avec Adrien. Et c'est comme ça que fonctionne Adrien aussi. Et donc ça a été une expérience top, quoi. Vraiment un très très bon moment avec Adrien. Et tu vas faire une solitaire du Figaro cet été aussi, un peu sur le même principe, il faut quand même avoir un peu de d'eau salée dans la figure et pas faire que du bureau. Voilà, exactement. La construction se poursuit, le Advance rentre dans la boucle, un peu plus concrètement. Ouais. Parce que là, tu nous parles comme si Advance, depuis le début, il était prévu qu'ils mettent d'abord de quoi faire 2019, puis de devenir partenaire du principal du Vendée Globe. C'est pas comme ça que ça se passe. Non, pas du tout. Tu cherches beaucoup, je cherche. Que tu trouves pas. Je trouve pas. Il y a le bateau qui se construit. Il y a des investisseurs derrière qui me font confiance, et donc on arrive là en l'hiver, donc l'hiver dernier, où Advance Sinas du coup il a vraiment envie de m'accompagner, et donc il dit ok, on y va quoi, on y va pour l'année 2019, et déjà pour dans un premier temps pour une solitaire du Figaro, donc l'été dernier.
Et donc Figaro 3, nouveau support, un plateau incroyable, et donc voilà, grosse envie de faire partie de tout ça. Une édition compliquée pour moi parce que je finis loin en classement, 30, je sais même plus combien, 32 ou 33e. Avec des hauts et des bas pendant la course, mais en même temps énormément de plaisir parce que un bateau nouveau, un bateau qui permet les options et voilà, et qui permet vraiment de jouer et donc moi c'est ça qui m'a plu dans cette solitaire cette année, qui a été gagnée par Johan de façon brillante. Et voilà, moi je me ramasse au classement général, mais je fais quand même quelques bons coups et puis je prends beaucoup de plaisir sur ce bateau. Et donc à peine le Figaro fini, l'IMOCA est mis à l'eau quelques semaines après. L'IMOCA est mis quelques semaines après l'arrivée de la solitaire du Figaro et très vite ça s'enchaîne. On est donc en fait c'était il y a quelques mois. Moi ça me paraît déjà très très loin parce qu'il s'est passé tellement de choses. On met à l'eau notre bateau et puis on commence à faire notre première navigation avec Antoine Coche qui sera mon co-skipper sur la Jacques Vabre. Et première nave avec toute l'équipe où en fait on se rend compte de la machine qu'on a entre les mains et on ressort de là. J'ai encore des photos où on n'arrête pas de se prendre en selfie avec le sillage derrière, avec un bateau qu'on sent juste déjà incroyable. On a personne autour, mais on sait qu'on a une machine, qu'on a un super bateau quoi. Et puis surtout qu'on est en train de participer à quelque chose de dingue, c'est que cette transition entre les anciennes générations de bateaux et puis les bateaux là qu'on est en train de sortir aujourd'hui, il y a vraiment un gros pas et technologique et puis des bateaux qui procurent des sensations de folie quoi. Et moi je sais qu'on s'est croisés au moment du trophée Azimut en septembre, du défi Azimut en septembre. C'était la troisième navigation. C'était la troisième navigation du bateau. Ouais. Et je dis ça va, elle me dit ouais. C'est chaud quand même là parce que on emmène des. On a fait troisième navigation du bateau, on emmène 30 RP. C'est ça voilà. À bord du bateau. 30 invités en relation publique. Il y a 25 nœuds. Hein. Voilà. Il y a 25 nœuds. Je sais pas comment on arrive à tous les faire naviguer. C'est un peu limite d'ailleurs, mais on arrive à faire des super journées avec nos partenaires. Donc tout le monde repart avec la banane. Nous c'est nos premières navigations, donc dès qu'on sort le bateau du port, on est content. On fait nos premières nuits en mer avec Antoine. On finit 15e du défi Azimut, mais on s'en fout, on n'a fait aucun changement de voile. Le but c'était de tirer un peu sur le gréement, de mettre les choses en place, d'avoir quelques sensations avec le bateau. Et là, on se rend compte qu'il y a vraiment un gros potentiel, même si on finit loin. Voilà, on y allait vraiment juste pour tourner la boucle, faire quelques nuits en mer, sans aucun objectif de résultat. Et on est ravis du coup après ce défi Azimut où voilà, ça y est, on n'est pas encore en place, mais on a construit un bateau. Et tu sais tout de suite construit un bateau neuf avec une équipe qui avait jamais fait ça. On fait nos premières navigations. Il y a pas trop de casse, on sent un bateau très sain. Et voilà, donc là on est en route. Et après ce défi Azimut, on se met en marche pour être prêt pour la transat. Tu comprends tout de suite que le bateau a du potentiel. Tu comprends parce que t'as pas. Il y a pas de confrontation, mais il y a quand même pendant ce défi Azimut quelques signes qui montrent que normalement c'est pas trop raté quoi. Et ouais, il y en a sous le pied, on sent que c'est un bateau qui a du potentiel, qu'on maîtrise pas du tout pour l'instant, mais en tout cas qu'on a une bonne base. Et donc on se prépare dans notre coin jusqu'au départ de la Jacques Vabre. Parce que au final tout va très bien se passer. Je veux dire, il y a pas d'avarie majeure sur le bateau, etc. Et en discutant avec toi, avec d'autres membres de l'équipe, on avait l'impression que vous étiez presque surpris quoi. Oui, parce que on est quand même des bisous dans le truc et c'est quand même pas mal ce qu'on a fait, non? Il y avait un petit côté comme ça qui était très sympa, hein, mais oui, parce que finalement on tire assez vite sur le bateau parce que en fait entre la mise à l'eau et la Jacques Vabre, on n'a jamais eu on a toujours eu du vent, au moins toujours plus de 20 nœuds. Et puis on a essayé de bien faire les choses pendant le chantier, on a pris notre temps, on a essayé de mettre trop vite le bateau à l'eau, ce qui peut parfois être une erreur parce que on rate des étapes et puis il y a des choses qu'on peut bâcler un peu. Et là on a pris le temps de faire les choses bien, aussi parce qu'on était justement des bisous et qu'on n'avait pas envie de se rater. Et en fait, il se trouve que dès les premières navigations, on sent que toutes les choses sont en place, que moi en fait dès la première nave, le cockpit, je l'ai déjà dans l'œil parce que on l'a pensé, ce cockpit. On l'a dessiné, on l'a fait. Le bateau est resté dans le hangar à Lorient pendant plusieurs mois, le temps de monter les systèmes. Et donc en fait, très vite, je suis à l'aise moi sur ce bateau-là. Je sais où sont les choses quoi. Et donc ça se déroule sans accroc et sans casse. Et ça jusqu'à là, il y a quelques jours, on a mis notre bateau dans le hangar finalement.
Et donc la Jacques Vabre, tu l'as déjà un petit peu raconté, puis on a suivi la course, mais est-ce que tu sens aussi, donc vous faites escale, parce qu'il y a un problème un problème de pilote automatique. On a en fait à la base un petit souci de barre qui entraîne une dureté, et du coup un pilote qui s'use, et donc le clutch, l'embrayage du vérin qui prend plus, et donc on préfère s'arrêter pour mettre les choses à plat, et que la remontée commence à se faire. Enfin, c'est vraiment la remontada, parce que vous allez finir quatrième. Est-ce que toi là aussi tu te dis, mais ce bateau il en a sous le capot? Alors en fait rapidement on se rend compte que on peut pas forcément prendre la même option que les autres, parce qu'on a quand on repart de Cherbourg après notre arrêt un peu obligatoire, on a 200 000 de retard, et donc la météo et le vent fait que tout doucement on se décale dans l'ouest, et finalement on part dans une option ouest qui est différente de celle des leaders. Et en fait, ça nous permet de bien nous centrer sur le bateau, et puis de commencer à l'apprivoiser, à le découvrir, parce que c'est notre toute première navigation. Et donc, avec Antoine, on se prend au jeu de d'essayer d'aller toujours un peu plus vite, d'essayer de trouver les manettes, donc avec des réglages très très différents. Et puis, on commence à trouver les manettes, à comprendre plein de choses, quoi. La façon dont tu utilisais le bateau au départ de la Jacques Vabre, elle n'est pas la même qu'à l'arrivée, ça c'est sûr. Et donc tout doucement on joue aussi avec le paquet dans lequel on est, donc on rattrape le paquet Maître Coq, Hugo Boss, Malizia et tout ça, et puis donc on joue avec les bateaux qui sont autour de nous, et donc on arrive assez rapidement à faire la différence. Et finalement l'option ouest, que tout le monde a enterré très vite, c'était pas une option si mauvaise, parce que même le paquet qui était avec nous, au final à l'entrée du Poteau Noir, ils sont plutôt pas mal, quoi. Enfin, en tout cas avec le reste du groupe, quoi. Donc les options ouest, attention, quoi. Faut vraiment attendre l'entrée du Poteau Noir pour tirer des conclusions. Et donc c'est vrai qu'on revient de loin, parce qu'on part dernier, et puis à l'entrée du Poteau Noir, on est au cul d'Arkea, Initiative, on est, je sais plus combien, on est dans les 10 premiers, et puis on arrive à faire un beau Poteau Noir, et puis une belle remontée encore jusque Bahia, où on double quelques heures avant l'arrivée, 11 hours, pour finir à la 4e place. On est rétrogradé par le jury à la 5e place, parce que on rate une petite cardinale qui n'a jamais été là, mais qui a été rajoutée la veille du départ. Et donc la veille du départ, enfin bref, on rate la bouée, et puis donc on est un peu déclassé, on perd 2 heures, donc on finit 4e sur la ligne d'arrivée, mais 5e au général. D'accord. Et du coup, sur le retour, on a beaucoup dit que ces bateaux étaient difficiles à vivre, et réclamaient beaucoup d'engagement des skippers. Est-ce que toi qui as navigué sur notamment Malizia, est-ce que cette génération-là, c'est encore pire qu'avant? Parce que j'ai l'impression qu'on en parle un petit peu moins qu'avant. Non, c'est pire. Mais du coup, les bateaux vont plus vite, donc de fait, il y a... Voilà. Un bateau qui va plus vite, plus ça va vite, plus ça tape dans la mer, et plus c'est inconfortable. Et donc la question... Et puis surtout, c'est des bateaux qui sont complètement instables en vitesse, ça accélère, ça décélère, et donc c'est ça aussi l'inconfort de ce bateau-là, et puis l'exigence aussi pour réussir à les faire aller vite. On dira, t'as un super bateau, mais attention, quoi, derrière, avec Antoine, on n'a pas lâché les écoutes de la Transat. Et donc maintenant, il va falloir réussir à le faire en solo, ça. Voilà. Et donc, du coup, est-ce que tu t'es projeté? Oui, bien évidemment, je me suis projeté, parce que en double, c'est quand même très très différent du solitaire. Ça va être compliqué ou... Ça va être très très différent du solitaire. Et nous, il va falloir trouver des façons de fonctionner, des façons de naviguer, qui sont différentes de ce qu'on a pu faire sur la Jacques Vabre. On a réussi à aller très vite, certes, mais en solo, ça sera pas la même. Donc on a plein d'idées pour ça, pour rendre le bateau plus vivable, donc travailler l'ergonomie, ce qu'on n'avait pas du tout eu le temps de faire, hein. Donc en fait nous on va terminer le bateau là cet hiver avec alors c'était un peu volontaire, parce que on avait besoin aussi de vivre à bord pour savoir où se mettre, où est-ce qu'on était bien à bord de ce bateau. Et donc maintenant on a des idées très très précises de ce qu'on fera là sur les 3 mois de chantier, et puis aussi des améliorations en termes de perf, et donc je vais pas tout révéler là sur ce qu'on fera cet hiver, mais en tout cas on a plein d'idées pour aller encore plus vite et avoir un bon bateau prêt pour le solo en 2020. Et donc tu t'y vois dans le Grand Sud avec ce bateau-là? Et je me vois dans le Grand Sud avec ce bateau-là, ouais. Sans t'arrêter en Nouvelle-Zélande? Sans m'arrêter en Nouvelle-Zélande, j'espère, mais en tout cas non, j'ai pris énormément de plaisir sur cette Jacques Vabre, et je sais que j'ai une belle machine, j'ai une dream team derrière moi, j'ai un partenaire de qualité, et donc tout est réuni pour faire une belle année 2020. Et puis là j'ai une sérénité aussi que j'ai pas eu depuis longtemps, avec un partenaire qui suit, avec toutes les compétences autour de moi pour faire
pour faire une super saison, quoi. Donc non, je suis ravi là. Je pars en vacances avec l'esprit tranquille. Bon, écoute, c'est parfait. Ça sera le mot de la fin. Thomas, on a pulvérisé le timing. Ouais. Je sais pas si en plus, je suis en retard au rendez-vous là. Voilà, donc écoute, c'était passionnant. Il fallait prendre le temps de raconter ça proprement. Merci beaucoup de tout ce temps consacré. Donc du coup, moi je t'appelle à l'arrivée du Vendée Globe dans les 72 heures qui suivent. Voilà, pour savoir ce que tu me dises ce que tu fais juste après. On a compris que tout se jouait là, et donc il faut aller dans la piscine aussi, visiblement la plupart du temps. Merci beaucoup, bonne nave, bonnes vacances. Si vous nous avez suivis jusque là, parce qu'effectivement nous sommes au bord de l'heure des 2 heures entières de podcast. Si vous nous avez suivis jusque là, mettez-nous 5 étoiles ou pas, si ça vous a pas plu, mais ça m'étonnerait que ça vous ait pas plu. On se retrouve après les vacances avec un nouvel invité que nous allons chercher en rentrant des vacances. Et puis d'ici là, si vous êtes sur la route, si vous écoutez ce podcast en voiture, en train peut-être, ou à vélo, ou en tout cas, passez de bonnes fêtes et on se retrouve en janvier pour un nouvel épisode. Merci Thomas, salut. Merci, bonne fête à tous. Merci d'avoir écouté ce nouvel épisode d'Into the Wind, produit par Tip & Shaft. Si vous l'avez apprécié, n'hésitez pas à le partager, n'hésitez pas non plus à nous dire ce que vous en pensez, en bien ou en mal. À bientôt!